Un garçon de 8 ans, les mains brûlées, a porté sa sœur de 4 ans inconsciente sur près de 5 km jusqu'à l'hôpital. Lorsque les médecins lui ont demandé comment il s'était brûlé, l'enregistrement qu'il avait caché dans l'ours en peluche de sa sœur a poussé tout le personnel à appeler immédiatement le 911. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les premières lueurs grises de l'aube filtraient par la fenêtre crasseuse de l'appartement des Hartwell, projetant de longues ombres sur le tapis élimé qui avait connu des jours meilleurs des décennies auparavant. Dans la plus petite des deux chambres, Thomas Hartwell, 8 ans, Tommy pour ceux qui prenaient la peine de connaître son nom, gisait parfaitement immobile sur son matelas étroit, à l'écoute non pas d'un réveil, car il n'en avait jamais possédé un qui fonctionnât, mais de la symphonie familière de bruit qui dictait le rythme de sa jeune vie. La porte d'entrée grinça en bas. Des pas lourds et mal assurés trébuchèrent contre les murs de l'escalier étroit menant à leur appartement du premier étage. Une bouteille cliqueta contre la rampe, suivie d'une série de jurons pâteux qui auraient fait rougir les dockers du port de Millbrook. Frank Hartwell rentrait d'une autre nuit passée à noyer son chagrin au Lamb and Flag, le seul pub en ville qui le servait encore malgré son ardoise grandissante et son comportement de plus en plus instable. Les yeux de Tommy restèrent fermés, mais chaque muscle de son petit corps se tendit tandis qu'il comptait les pas. 12 marches jusqu'au palier. Frank trébucha sur la 9e, comme toujours, se rattrapant contre le mur avec un bruit sourd qui vibra à travers les minces planchers. L'esprit du garçon calcula automatiquement, 3 bouteilles ce soir, à en juger par le rythme de la démarche de son père. 3 bouteilles signifiaient que Frank s'effondrerait sur le canapé et dormirait jusqu'à midi, offrant à Tommy et Lucy de précieuses heures de paix. Satisfait que le danger immédiat fût passé, Tommy s'autorisa à respirer à nouveau normalement. Il se glissa hors de sa mince couverture, une housse délavée de Manchester United que sa mère lui avait achetée 3 Noëls auparavant, à l'époque où elle faisait encore semblant de se soucier de lui, et traversa en silence le sol en linoléum froid jusqu'au lit voisin où dormait sa sœur de 4 ans, Lucy. Elle gisait recroquevillée en boule serrée, ses cheveux dorés étalés sur un oreiller qui avait depuis longtemps perdu sa forme, serrant Monsieur Bouton contre sa poitrine. L'ours en peluche avait autrefois été marron, mais des années d'amour et d'innombrables lavages l'avaient délavé en un gris chiné. L'un de ses yeux en bouton ne tenait plus que par un seul fil, lui donnant une expression de clin d'œil perpétuel que Lucy trouvait infiniment amusante. Pour le monde extérieur, Monsieur Bouton ne semblait être rien de plus qu'un jouet bien-aimé. Seul Tommy connaissait le secret caché dans le rembourrage en coton de l'ours. « Lucy », murmura doucement Tommy en lui secouant l'épaule, « c'est l'heure de se réveiller, mon rayon de soleil. » Les yeux de la petite fille s'ouvrirent immédiatement, alertes malgré l'heure matinale. Les enfants qui vivaient dans des maisons comme la leur apprenaient vite à se réveiller sans être groggy, à évaluer le danger avant que la pleine conscience ne revienne. Ses yeux bleu pâle, si semblables à ceux de leur mère, se dirigèrent vers la porte, puis revinrent vers le visage de Tommy, lisant le message tacite dans son expression. « Est-ce qu'il dort » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Il dort à poing fermé sur le canapé », confirma Tommy en l'aidant à s'asseoir. « On a le temps pour le petit déjeuner et peut-être même un peu de lecture avant qu'il ne se réveille. » Lucy hocha la tête solennellement, comprenant les règles tacites qui régissaient leur existence. Les matins calmes signifiaient la sécurité. Les matins calmes signifiaient qu'ils pouvaient prétendre, juste pour quelques heures, qu'ils étaient des enfants normaux dans une maison normale avec des problèmes normaux comme les devoirs, les corvées et quoi regarder à la télévision. Tommy aida sa sœur à s'habiller avec les vêtements de la veille. Un pull rose avec un petit trou près du coude gauche et des leggings noirs légèrement trop courts, révélant ses chevilles pâles au-dessus de baskets éraflées. Il lui coiffa les cheveux avec les doigts en 2 couettes inégales, une compétence qu'il avait apprise par nécessité plutôt que par choix. Leur mère, Sharon, était partie un mardi matin, il y a 2 ans et 4 mois, prétendant aller acheter du lait au magasin. Elle n'était jamais revenue, ne laissant derrière elle qu'un mot griffonné au dos d'une facture d'électricité impayée, « Je n'en peux plus. Ils s'en sortiront mieux sans moi. » Tommy avait caché ce mot au même endroit secret où il gardait ses possessions les plus précieuses, une collection qui s'était enrichie du téléphone portable qu'il avait trouvé dans une poubelle derrière la friterie 6 mois auparavant. Le téléphone était ancien selon les normes modernes, avec un écran fissuré et une batterie qui tenait à peine la charge, mais il possédait une caractéristique cruciale qui le rendait inestimable, une fonction d'enregistrement qui fonctionnait. Pendant que Lucy jouait tranquillement avec Monsieur Bouton sur son lit, Tommy récupéra le téléphone de sa cachette sous une lame de parquet décellée près de la fenêtre. L'appareil était enveloppé dans un torchon déchiré pour étouffer les sons qu'il pourrait émettre. Il vérifia la batterie, 37% restant,
et parcourut les fichiers qu'il avait accumulés au cours des derniers mois, 17 enregistrements au total, chacun témoignant de l'enfer que leur père créait avec une fréquence croissante. Le premier enregistrement avait été accidentel. Tommy essayait de comprendre comment fonctionnait le téléphone lorsque Frank était rentré un soir d'une humeur particulièrement exécrable. Le garçon avait oublié d'arrêter l'enregistrement alors qu'il voyait son père lancer une tasse en céramique contre le mur, hurlant à propos d'enfants ingrats et de bouches inutiles à nourrir. Lorsque Tommy découvrit plus tard le fichier audio, il fut frappé par une révélation. Voici la preuve, une preuve que personne ne pouvait rejeter ou expliquer. À partir de ce moment, Tommy avait commencé à documenter leur réalité avec la précision méthodique d'un détective. Il enregistrait les diatribes menaçantes de Frank, le bruit des meubles renversés, le fracas des bouteilles brisées, le plus accablant de tous, la voix de son père promettant des conséquences si les enfants osaient un jour raconter à quelqu'un ce qui se passait derrière leur porte close. Et personne ne vous croira de toute façon, la voix pâteuse de Frank émanait d'un enregistrement particulièrement clair. Qui va croire la parole d'un petit morveux menteur plutôt que celle de son propre père? Tu racontes nos affaires à quelqu'un, Tommy mon gars, et je m'assurerai que toi et ta sœur disparaissiez quelque part où personne ne vous retrouvera jamais. La menace avait été proférée 3 semaines auparavant, après que Tommy eut osé interroger un enseignant sur l'échymose à son poignet. Monsieur Patterson avait remarqué les marques pendant le cours de PS et posé des questions douces que Tommy avait éludées avec des mensonges bien rodés sur une chute de vélo. Mais Frank avait somehow appris la conversation, peut-être par l'un de ses compagnons de beuverie dont les enfants fréquentaient la même école, et les conséquences avaient été rapides et terrifiantes. Tommy éteignit le téléphone et l'enveloppa soigneusement avant de le remettre dans sa cachette. Les preuves s'accumulaient, mais il ne savait pas quoi en faire. Qui croirait un garçon de 8 ans? Qui s'en soucierait assez pour écouter? Les quelques adultes dans leur orbite, enseignants, voisins, l'employé de l'épicerie du coin, semblaient tous exister dans un monde différent où les enfants recevaient des repas réguliers et étaient bordés au lit avec des histoires au lieu de menaces. Tommy, la petite voix de Lucie le tira de ses sombres pensées, « J'ai faim. » Très bien alors, dit-il, forçant l'entrain dans sa voix. Voyons ce que nous pouvons trouver pour le petit déjeuner, d'accord? La cuisine témoignait de la négligence et de la pauvreté. Le réfrigérateur bourdonnait bruyamment, son moteur luttant pour maintenir des températures fraîches malgré le peu de choses à conserver à l'intérieur. Tommy ouvrit la porte et inspecta leurs options. Un carton de lait périmé de 2 jours mais qui sentait encore acceptable, 3 tranches de pain légèrement rassis, un pot de confiture de fraises avec seulement une fine couche restante au fond, et un seul œuf qui cliquetait de manière inquiétante quand il le prit. Il fit de rapides calculs dans sa tête. Frank recevait ses allocations chômage demain, ce qui signifiait qu'il y aurait peut-être de l'argent pour de vraies courses s'ils ne dépensaient pas tout au pub d'abord. D'ici là, ils devraient se débrouiller avec ce qu'ils avaient. Tommy était devenu expert dans l'art d'étirer de maigres ressources, une compétence qu'aucun enfant ne devrait avoir à maîtriser. « Que dirais-tu de toast à la confiture » suggéra-t-il à Lucie, qui s'était grimpée sur l'une des 2 chaises dépareillées de leur petite table. « Et je te ferai une vraie tasse de thé, comme maman en faisait. » La mention de leur mère était un risque calculé. Parfois, cela faisait sourire Lucie avec de joyeux souvenirs, d'autres fois, cela la réduisait à des larmes qui mettaient des heures à cesser. Aujourd'hui, heureusement, cela lui valut un petit sourire qui illumina tout son visage. « Avec du sucre en plus ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. « Oui, avec du sucre en plus », confirma Tommy, bien qu'il sût qu'il ne leur restait que quelques cuillerées. Tandis qu'ils préparaient leur simple repas, Tommy se retrouva à tomber dans le rythme familier des soins à sa sœur. Il était son principal gardien depuis le départ de Sharon, apprenant par essai et erreur comment changer les couches, préparer les biberons et, plus tard, comment la convaincre de manger des légumes et l'aider avec l'alphabet. La responsabilité l'avait vieilli au-delà de ses années, creusant des rides d'inquiétude autour de ses yeux qui appartenaient au visage de quelqu'un de plusieurs décennies son aîné. Le pain alla dans leur grille-pain capricieux, un cadeau de mariage à Frank et Sharon 12 ans auparavant, qui nécessitait maintenant un entretien par percussion pour fonctionner correctement. Tommy le tapota 2 fois sur le côté gauche, 1 fois sur le droit, et murmura une petite prière au Dieu quelconque qui veillait sur les enfants oubliés dans les lieux oubliés. Les éléments chauffants devinrent rouges et bientôt l'odeur du pain grillé emplit la petite cuisine, masquant temporairement les odeurs sous-jacentes d'humidité et de désespoir qui imprégnaient leur appartement. Pendant qu'ils attendaient, Tommy versa du lait dans la tasse préférée de Lucie, une tasse en céramique ébréchée décorée de lapins de dessins animés qu'elle avait reçus pour son 3e anniversaire. Il ajouta 2 cuillerées de sucre et remua soigneusement,
écoutant tout bruit provenant du salon qui pourrait indiquer que Frank s'agitait. Le silence persista, rompu seulement par le tic-tac régulier de l'horloge murale et le grondement lointain du trafic matinal sur la route principale menant aux zones industrielles où se trouvaient la plupart des emplois restants de Millbrook. « Raconte-moi encore l'histoire du château, » dit Lucie, balançant ses jambes de sa chaise, celle avec la princesse et le dragon. Tommy sourit sincèrement pour la première fois ce matin-là. L'histoire de la princesse Lucie et de son courageux chevalier Tommy était une saga en cours qu'il élaborait depuis des mois, un monde fantastique où le bien triomphait toujours du mal et où les petites filles étaient protégées par ceux qui les aimaient. Dans leur royaume imaginaire, les dragons pouvaient être vaincus avec courage et gentillesse, et chaque histoire se terminait avec tout le monde en sécurité et heureux dans un château rempli de chaleur et de rire. Eh bien, commença Tommy, s'installant dans la cadence familière de la narration, la princesse Lucie était très intelligente, tu vois. Elle avait découvert que le dragon n'était pas vraiment méchant du tout. Il était juste très triste et seul. Alors, au lieu de le combattre, elle décida de se lier d'amitié avec lui. Le toast sauta, légèrement plus foncé que l'idéal mais parfaitement comestible. Tommy étala finement la confiture sur les 2 morceaux, s'assurant que Lucie recevait la plus grande portion. Il coupa son toast en triangle où elle refusait de le manger autrement, et le plaça devant elle avec l'emphase cérémonieuse d'un serveur dans un restaurant chic. « Alors, la princesse et le dragon sont devenus amis ?» demanda Lucie entre 2 bouchées prudentes. « Les meilleurs amis du monde ?» confirma Tommy. Et le dragon promit de protéger la princesse et son frère de quiconque essaierait de leur faire du mal. Il était très féroce quand il le fallait, mais doux comme un agneau avec ceux qu'il aimait. Lucie hocha la tête d'un air approbateur, de la confiture étalée sur sa joue en un croissant violet et collant. Tommy se pencha avec un chiffon humide et l'essuya, s'émerveillant de la façon dont des moments aussi simples pouvaient sembler si précieux lorsqu'ils étaient volés au chaos qui les entourait. Ils mangèrent en silence confortable, chacun perdu dans ses propres pensées. L'esprit de Tommy travaillait déjà sur les défis que la journée apporterait. Frank se réveillerait éventuellement, probablement vers midi si son schéma se maintenait. Il aurait la gueule de bois et serait irritable, cherchant quelqu'un à blâmer pour le martèlement dans sa tête et le goût amer de l'échec dans sa bouche. Tommy avait appris à reconnaître les signes et avait développé des stratégies pour garder Lucie hors de danger pendant ces heures dangereuses. Après le petit déjeuner, Tommy aida Lucie à se laver le visage et les mains dans l'évier de la cuisine. Les robinets de leur salle de bain coulaient de l'eau rouillée depuis une semaine, un autre problème que Frank ne prenait pas la peine de régler. Il l'installa ensuite à table avec une collection de crayons de couleur et du papier qu'il avait récupéré dans la poubelle de l'école, lissant soigneusement les plis pour qu'elle ait des surfaces propres pour dessiner. « Qu'est-ce que je dessine aujourd'hui ?» demanda Lucie, choisissant un crayon rouge dans la petite collection. « Que dirais-tu de notre château ?» suggéra Tommy. « Celui où vit la princesse Lucie avec tous ses amis. Surtout avec le dragon. » Tandis que Lucie se penchait sur son papier, la langue tirée en signe de concentration, Tommy s'accorda un moment pour étudier son visage. Elle était encore si jeune, possédant encore cette foi innocente que le monde était fondamentalement bon et que les adultes la protégeraient du mal. Tommy était déterminé à préserver cette innocence aussi longtemps que possible, même si cela signifiait sacrifier sa propre enfance. Le bruit d'un mouvement provenant du salon figea les 2 enfants sur place. Une respiration lourde, le grincement des ressorts du canapé, un juron étouffé. Frank s'agitait plus tôt que d'habitude, ce qui pouvait signifier un certain nombre de choses, aucune d'elles n'étant bonne. L'esprit de Tommy passa immédiatement en mode protection, calculant les distances vers les cachettes et les issues de secours. « Lucie, murmura-t-il urgemment, prends Monsieur Bouton et va à la cachette. Maintenant. » Sans poser de questions ni se plaindre, Lucie attrapa son ours en peluche et glissa de sa chaise. La cachette était un espace étroit derrière le chauffe-eau dans le placard de la salle de bain que Tommy avait découvert des mois auparavant. C'était exigu et inconfortable, mais complètement dissimulé et étouffait la plupart des bruits du monde extérieur. Lucie pouvait y rester des heures si nécessaire, avec Monsieur Bouton pour compagnie et la petite torche que Tommy y avait placée pour les urgences. Le salon explosa en une série de jurons qui auraient fait se boucher les oreilles aux marins les plus rudes de Portsmouth. Frank était réveillé, et au son de sa voix, il était en proie à l'une de ces humeurs noires, ces moments dangereux où sa colère avait besoin d'une cible et où ses enfants étaient les options les plus commodes. Tommy débarrassa rapidement la vaisselle du petit déjeuner, effaçant toute preuve qui pourrait provoquer la colère de son père. Les miettes furent balayées, le pot de confiture remis à sa place, le beurrier lavé et séché. Chaque surface fut nettoyée, chaque objet remis à sa position désignée.
Frank avait des idées très précises sur la façon dont sa maison devait être entretenue, et toute déviation de ces règles tacites pouvait entraîner des conséquences qui duraient des jours. Tommy, beugla la voix de Frank depuis le salon, suivi du fracas de quelque chose de lourd tombant au sol. Viens ici, tout de suite. Tommy ferma les yeux et prit une profonde inspiration, se préparant à tout ce qui allait arriver. Il avait appris par une douloureuse expérience que l'hésitation ne faisait qu'empirer les choses. La colère de Frank était comme une tempête. Elle ferait rage quoi que Tommy fît ou ne fît pas, mais une obéissance rapide en réduisait parfois la durée. « J'arrive, papa » répondit Tommy, la voix ferme malgré la peur qui lui tordait l'estomac. Il s'arrêta à la porte de la salle de bain et murmura à travers le placard, « Reste silencieuse, mon rayon de soleil. Je viendrai te chercher quand ce sera sûr. » De l'intérieur de la cachette vint un murmure à peine audible en retour, « Fais attention, Tommy. » Le salon était un désastre. Frank avait clairement balayé tout ce qui se trouvait sur la table basse dans un accès de rage, en voyant des bouteilles vides, des cendriers débordants et de vieux journaux en cascade sur le sol. Il se tenait au centre du chaos, titubant légèrement, le visage empourpré de colère et des effets persistants de l'alcool. Ses vêtements de travail de la veille, une chemise tachée et un pantalon qui avait connu des jours meilleurs, flottaient sur sa silhouette de plus en plus décharnée. Frank avait été un bel homme autrefois, à l'époque où Sharon était tombée amoureuse de son sourire facile et de ses promesses d'une vie meilleure. Maintenant, il ressemblait à un épouvantail que quelqu'un avait oublié d'enlever après la récolte. « Regarde-moi ce bazar » gronda Frank, gesticulant sauvagement vers les débris éparpillés. « Regarde l'état de cet endroit. Pas étonnant que ta mère se soit enfuie. Qui veut vivre dans une porcherie avec une bande de bons à rien ?» Il s'arrêta avant de terminer la phrase, mais Tommy pouvait compléter les blancs. Les opinions de Frank sur ses enfants étaient bien documentées dans les enregistrements cachés sous le plancher de la chambre. « Je vais nettoyer, papa » dit Tommy doucement, se déplaçant déjà pour ramasser les objets éparpillés. « Désolé pour le désordre. » Il était toujours plus facile de s'excuser, même quand il n'avait rien fait de mal. Frank avait besoin d'entendre la contrition, besoin de sentir que son autorité était reconnue et respectée. La vérité, que Frank lui-même avait créé le désordre dans sa rage ivre, était sans importance. Ce qui importait, c'était de maintenir le délicat équilibre qui empêchait leur foyer d'exploser en un chaos complet. « Tu parles que tu vas nettoyer » marmonna Frank, se laissant retomber sur le canapé avec un grognement de douleur. « Et quand tu auras fini avec ça, tu pourras trouver ce qu'on va manger pour le dîner. Je ne vais pas passer une autre nuit à manger des haricots en conserve comme un vulgaire vagabond. » Tommy continua de nettoyer pendant que son père fulminait sur l'injustice de sa situation. Frank était au chômage depuis 8 mois, depuis que l'usine textile avait licencié ses derniers ouvriers et fermé définitivement ses portes. Le bâtiment se dressait toujours à la lisière de la ville comme une pierre tombale, ses fenêtres brisées reflétant le ciel gris qui semblait perpétuellement suspendu au-dessus de Millbrook comme un linceul. « J'avais des entretiens prévus » continua Frank, sa voix prenant le ton apitoyé que Tommy reconnaissait comme particulièrement dangereux. « 3 entreprises différentes voulaient me voir. Mais tu crois qu'une seule d'entre elles a rappelé ? Tu crois qu'une seule d'entre elles a eu la courtoisie de donner une réponse franche à un travailleur ? » La vérité, que Tommy avait surprise lors d'un des appels téléphoniques de Frank à son compagnon de beuverie, Big Jim, était que Frank s'était présenté ivre à 2 des entretiens et ne s'était jamais présenté au 3e. Mais souligner cette divergence ne ferait que rediriger la colère de Frank vers une cible plus personnelle. Pendant que Tommy travaillait, replaçant soigneusement chaque objet à sa place, il se surprit à penser aux enregistrements cachés dans sa chambre. Chaque fichier audio était une pièce à conviction, un fragment de vérité qui contredisait l'histoire que Frank racontait au monde extérieur. À ses compagnons de boisson, Frank était un père dévoué luttant pour élever seuls 2 enfants après avoir été abandonné par leur mère égoïste. Pour l'Agence pour l'emploi, il était un travailleur dévoué, victime de circonstances économiques indépendantes de sa volonté. Pour les enseignants et les travailleurs sociaux qui posaient occasionnellement des questions, il était un homme faisant de son mieux dans des circonstances difficiles. Seuls Tommy et Lucy connaissaient le vrai Frank Hartwell, l'homme qui hurlait des menaces au milieu de la nuit, qui cassait des meubles lorsque son équipe de football perdait, qui promettait de terribles conséquences pour des affronts imaginaires et un manque de respect perçu. L'homme qui avait clairement fait comprendre que la sécurité de ses enfants dépendait du maintien de sa fiction de respectabilité. « Où est ta sœur » demanda soudain Frank, ses yeux injectés de sang balayant la pièce comme si Lucy pouvait se cacher derrière les minces rideaux ou sous le fauteuil unique. « Elle fait la sieste » répondit rapidement Tommy. «
Elle était fatiguée après le petit déjeuner. C'était un mensonge crédible. Lucie faisait souvent la sieste pendant la journée, une habitude que Tommy avait encouragée car cela la gardait hors de vue de Frank pendant ses heures les plus imprévisibles. Frank grogna son acceptation de cette explication et reporta son attention sur la télévision, qui diffusait un jeu télévisé avec le son baissé. Tommy finit de nettoyer et se retira dans la cuisine, où il commença à planifier leur repas du soir avec la précision mathématique d'un quartier-maître gérant des rations de siège. Ils avaient assez d'ingrédients pour un plat de pâtes basique s'ils complétaient la sauce avec des tomates en conserve et ajoutaient un oignon supplémentaire pour créer l'illusion de substance. Ce ne serait pas particulièrement nutritif ni copieux, mais cela satisferait l'attente de Frank d'un dîner convenable sans dépasser leur budget limité. Pendant qu'il travaillait, l'esprit de Tommy vagabonda vers des pensées d'évasion. Il avait des fantasmes élaborés sur le fait d'emmener Lucie loin de Millbrook, de trouver leur chemin vers un endroit où les enfants seraient en sécurité, aimés et nourris régulièrement. Dans ses rêveries, il vivait dans un cottage au bord de la mer où Lucie pourrait jouer sur des plages de sable pendant que Tommy fréquenterait une école où les enseignants encourageraient son amour de la lecture au lieu de poser des questions gênantes sur des ecchymoses et des vêtements déchirés. Mais la réalité s'immisçait toujours dans ses fantasmes. Tommy n'avait pas d'argent, pas de moyens de transport et nulle part où aller. Même s'il parvenait d'une manière ou d'une autre à éloigner Lucie de Frank, où vivrait-il? Comment mangerait-il? Un garçon de 8 ans et sa sœur de 4 ans ne tiendraient pas une semaine seuls, et toute tentative de demander de l'aide aux autorités entraînerait probablement leur séparation. Une famille d'accueil pourrait être meilleure que leur situation actuelle, mais cela signifierait se perdre l'un l'autre, et Lucie était la seule chose au monde que Tommy tenait vraiment à protéger. Le ronflement de Frank provenant du salon signala qu'il s'était rendormi, donnant à Tommy la permission de récupérer Lucie de sa cachette. Il la trouva exactement où il l'avait laissée, recroquevillée dans l'espace étroit derrière le chauffe-eau, Monsieur Bouton serré contre sa poitrine. Elle paraissait si petite dans cet espace exigu, si vulnérable et confiante. « C'est sûr maintenant » murmura-t-elle alors que Tommy l'aidait à sortir. « Il s'est rendormi » confirma Tommy. « On peut jouer dans la chambre un moment. » Ils passèrent les heures suivantes à des activités calmes qui ne dérangeraient pas le repos de Frank. Lucie continua de travailler sur son dessin de leur château imaginaire, ajoutant des tours, des drapeaux et un grand dragon amical au visage souriant. Tommy lui lut des livres de bibliothèque qu'il avait empruntés en utilisant une carte enregistrée au nom de Sharon. La bibliothécaire ne s'était jamais souciée de vérifier si le garçon pâle et sérieux qui empruntait des livres pour lecteurs avancés était réellement un usager adulte. Alors que l'après-midi s'estompait vers le soir, Tommy commença à préparer le dîner pendant que Lucie aidait en mettant la table avec leurs assiettes dépareillées et leurs couverts tordus. Les pâtes bouillaient dans leur unique grande casserole pendant que Tommy étirait la sauce tomate avec toutes les améliorations qu'il pouvait trouver, des herbes séchées provenant de sachets périmés depuis des mois, une giclée du vin aigre que Frank gardait pour cuisiner, même un peu de sucre brun pour masquer le goût métallique des tomates en conserve bon marché. Frank émergea de son sommeil marathonien juste au moment où Tommy égoutait les pâtes, attiré par l'odeur de la nourriture comme un ours sortant de son hibernation. Son humeur semblait améliorée par le repos et la perspective d'un repas chaud, et pendant quelques précieuses minutes, leur cuisine ressembla presque à un rassemblement familial normal. « Ça sent bon », admit Frank à contre-cœur, s'installant dans sa chaise au bout de leur petite table. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des pâtes à la sauce tomate », répondit Tommy, servant de généreuses portions dans chaque assiette. « Et il y a du pain pour accompagner. Pas de viande. » « Je pensais que je pourrais prendre de la viande hachée demain quand tu auras tes allocations, » dit Tommy prudemment. « Faire une vraie bolognaise pour le dîner de dimanche. » Frank grogna son approbation de ce plan et ils mangèrent dans une paix relative. Lucie bavarda tranquillement à propos de son dessin, décrivant chaque tour et créneau de son château avec l'enthousiasme d'un architecte dévoilant les plans d'une cathédrale. Frank sourit même une fois quand elle expliqua que le travail du dragon était d'éloigner tous les méchants de la princesse et de sa famille. Mais Tommy pouvait voir les signes avant-coureurs s'accumuler sous l'humeur améliorée de son père. Les muscles de la mâchoire de Frank étaient tendus, sa prise sur sa fourchette plus serrée que nécessaire. Il jetait constamment des regards vers la fenêtre comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse, et sa jambe rebondissait nerveusement sous la table. C'étaient tous des indicateurs que le calme temporaire de Frank cédait la place à l'agitation qui précédait ses pires épisodes. Après le dîner, Tommy lava rapidement la vaisselle pendant que Frank se retirait dans le salon avec la bouteille de vin de cuisine. Le volume de la télévision augmenta régulièrement alors que Frank zappait entre des programmes qui ne parvenaient pas à retenir son attention de plus en plus dispersée.
Tommy reconnut le schéma. En moins d'une heure, Frank chercherait des raisons de se disputer, chassant des griefs réels ou imaginaires qui justifiaient son besoin de rager contre l'injustice de son existence. Tommy aida Lucy avec sa routine du coucher plus tôt que d'habitude, lui brossant les dents avec les dernières gouttes d'un tube de dentifrice presque vide et démêlant les nœuds de ses cheveux fins. Il lui lut une histoire supplémentaire, un conte sur des souris courageuses qui déjouaient les chats qui menaçaient leur paisible village, et l'aborda au lit avec Monsieur Bouton niché contre sa joue. « Tu vas chanter la chanson ?» demanda Lucy, sa voix déjà somnolente à l'approche du sommeil. Tommy sourit et commença à fredonner la berceuse que leur mère chantait autrefois, avant que son amour ne se transforme en ressentiment et que son instinct maternel ne se mue en négligence. C'était une mélodie simple, quelque chose que Sharon avait probablement appris de sa propre mère, transmise de génération en génération de femmes qui comprenaient que parfois une voix douce était la seule protection qu'elles pouvaient offrir à leurs enfants. Alors que la respiration de Lucy s'approfondissait dans le rythme régulier du sommeil, Tommy resta assis sur le bord de son lit, veillant sur elle comme un ange gardien aux yeux fatigués et aux mains inquiètes. Dans le salon, la voix de Frank devenait plus forte, se disputant avec quelqu'un à la télévision qui ne pouvait pas répondre. Bientôt, il se souviendrait qu'il avait des enfants qui pourraient servir de cible plus satisfaisante pour sa frustration. Tommy chercha sous son matelas et vérifia que le téléphone portable était complètement chargé et facilement accessible. Ce soir semblait différent, d'une manière ou d'une autre plus volatile, plus dangereux. Le calme antérieur de Frank avait été trop parfait, trop contrôlé. Cela ressemblait à l'immobilité avant un orage, lorsque l'air même semblait vibrer d'énergie potentielle attendant d'être libérée. L'horloge sur le mur de leur chambre indiquait 20 heures, et à chaque minute qui passait, Tommy sentait l'atmosphère dans leur petit appartement se charger de plus en plus de tension. La voix de Frank traversait clairement les minces murs, non plus dirigée vers la télévision, mais marmonnant pour lui-même dans les schémas décousus et circulaires d'un homme dont les pensées devenaient de plus en plus déconnectées de la réalité. Tommy se positionna entre le lit de Lucy et la porte, prêt à la réveiller et à mettre en œuvre leur protocole d'urgence si nécessaire. Monsieur Bouton était assis sur la table de chevet, innocent et discret, contenant dans son rembourrage en coton la preuve qui pourrait un jour les libérer de ce cauchemar, si Tommy trouvait un jour le courage de la partager avec quelqu'un qui avait le pouvoir d'aider. Dehors, par leur fenêtre, le paysage industriel de Millbrook s'installait dans une autre soirée grise, les cheminées d'usines et les cités HLM se fondant dans les ombres alors que le soleil disparaissait derrière des couches de nuages perpétuels. Dans les foyers de toute la ville, les familles se rassemblaient pour les repas du soir et les programmes télévisés, les enfants étaient bordés au lit avec des baisers et des promesses de jours meilleurs. Mais dans l'appartement des Hartwell, au-dessus du magasin vide de Coronation Street, un garçon de 8 ans montait la garde auprès de sa sœur endormie, écoutant la tempête grandissante dans la pièce voisine et se préparant à tout ce que la nuit pourrait apporter. Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules étroites comme un fardeau physique, mais Tommy le portait volontiers. Lucy avait besoin qu'il soit fort, qu'il soit courageux, qu'il soit la protection que leurs parents n'avaient pas réussi à fournir. Au loin, les cloches de l'église sonnaient l'heure, leur voix de bronze portant à travers la ville endormie comme une prière pour les oubliés et les perdus. Tommy ferma les yeux et fit sa propre prière silencieuse, non pas pour un sauvetage, qui semblait impossible, mais pour la force de garder Lucy en sécurité pendant une autre nuit dans leur existence précaire. La tempête approchait. Tommy la sentait monter dans la tension électrique qui remplissait leur petit appartement, dans le ton dangereux des plaintes marmonnées de Frank, dans la façon dont les murs même semblaient retenir leur souffle en anticipation. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était attendre, observer et espérer qu'au matin, ils seraient tous les deux encore en sécurité dans leur lit partagé, planifiant une autre journée de petite survie et de victoire tranquille contre le chaos qui les entourait. Mais au fond de son cœur, là où les enfants stockent leurs peurs les plus désespérées et leurs connaissances secrètes, Tommy sentait que cette nuit serait différente. Cette nuit, le fragile équilibre qu'il avait maintenu si longtemps finirait par se briser, et plus rien ne serait jamais pareil. L'explosion survint sans avertissement. Tommy somnolait par intermittence sur la chaise à côté du lit de Lucy lorsque le fracas de verre brisé le réveilla complètement. Le son résonna à travers leurs minces murs comme un coup de feu, suivi immédiatement par la voix de Frank rugissant avec une fureur qui glaça le sang de Tommy dans ses veines. Inutile, absolument inutile. Un autre fracas, cette fois-ci, cela ressemblait à la lampe en céramique que leur mère avait achetée à une brocante des années auparavant, celle avec les roses délavées que Lucy avait toujours admirée. Le cœur de Tommy martelait contre ses côtes alors qu'il calculait le danger. La voix de Frank avait une qualité différente ce soir, quelque chose au-delà de sa rage ivre habituelle.
C'était le son d'un homme dont le dernier fil de contrôle avait finalement cédé. Lucie s'agita dans son lit, son petit visage se plissant d'inquiétude même dans son sommeil. Tommy posa doucement sa main sur son épaule, prêt à la réveiller s'il devait mettre en œuvre leur plan d'évacuation d'urgence. À travers le mur de la chambre, il pouvait entendre Frank trébucher dans le salon, ses mouvements destructeurs et sans but. 23 ans, j'ai travaillé à cette usine. La voix de Frank résonna clairement dans l'appartement. 23 ans, et pourquoi? Pour que des salauds de patrons puissent nous fermer et délocaliser les emplois au Bangladesh. Pour que je puisse m'asseoir ici à pourrir comme un déchet pendant que mes propres enfants me regardent comme si j'étais une sorte de monstre. Tommy ferma les yeux, reconnaissant le schéma familier de l'apitoiement de Frank se transformant en blâme. Cela suivait toujours la même progression, d'abord la colère contre les forces extérieures, l'économie, le gouvernement, les entreprises qu'il avait laissé tomber, puis la concentration progressive vers l'intérieur jusqu'à ce que sa rage trouve sa cible inévitable dans sa propre famille. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement sans avertissement. Frank se tenait chancelant dans l'embrasure, sa silhouette rétroéclairée par la lumière fluorescente crue du couloir. Même dans l'obscurité, Tommy pouvait voir que son père s'était encore détérioré depuis le dîner. Sa chemise pendait ouverte, révélant la poitrine pâle et creuse d'un homme qui avait oublié comment prendre soin de lui. Ses cheveux étaient en bataille et il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux qui fit se contracter l'estomac de Tommy de peur. « Où est-elle » demanda Frank, ses mots légèrement pâteux mais parfaitement compréhensibles. « Elle dort, papa » murmura Tommy, se positionnant plus fermement entre Frank et le lit de Lucie. « S'il te plaît, ne la réveille pas. Elle a eu une longue journée. » « Ne me dis pas ce que je dois faire dans ma propre maison » gronda Frank, faisant un pas dans la pièce. L'odeur de vin et de sueur rance émanait de lui par vagues. « Je veux parler à mes 2 enfants. Je veux expliquer certaines choses sur la façon dont le monde fonctionne vraiment. » Tommy avait déjà entendu ces explications. Elles impliquaient généralement de longs discours décousus sur la trahison et la déception, ponctués de questions de plus en plus agressives sur la loyauté et le respect. Frank se mettait dans une frénésie, parlant de toutes les façons dont il avait été lésé, jusqu'à ce que son besoin de validation devienne une exigence d'accord que ni l'un ni l'autre des enfants ne pouvait fournir en toute sécurité. « Elle n'a que 4 ans, papa, dit Tommy prudemment. Peut-être demain matin, quand elle aura pris son petit déjeuner. Maintenant » rugit Frank, et Lucie se réveilla en sursaut avec un petit cri de terreur. Le son de la peur de sa sœur eut l'effet d'un coup physique sur la poitrine de Tommy. Lucie s'assit dans son lit, serrant Monsieur Bouton contre sa poitrine, ses grands yeux bleus allant de Tommy à la silhouette menaçante de leur père. Sa lèvre inférieure commença à trembler et Tommy put la voir lutter pour ne pas pleurer, une compétence qu'elle avait apprise bien trop jeune. « Tout va bien, mon rayon de soleil » dit Tommy doucement, sans jamais quitter Frank des yeux. « Tout va bien se passer. » Mais même en prononçant ces mots, Tommy savait qu'ils étaient un mensonge. La posture de Frank, la position de ses épaules, la façon dont ses mains se serraient et se desserraient à ses côtés, tout cela signalait que cette nuit serait différente. Cette nuit, leur système prudent d'évitement et d'apaisement ne suffirait pas. « Regarde là » dit Frank, sa voix baissant à un murmure dangereux. « Regarde comment elle me regarde, comme si j'étais une sorte de méchant sorti d'une de tes histoires stupides. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, petite fille, je ne suis pas le méchant ici. C'est moi qui ai gardé un toit sur vos têtes quand votre précieuse mère a décidé qu'elle avait mieux à faire que d'être un parent. » Lucie se recroquevilla davantage dans son lit, et Tommy put la voir commencer à hyperventiler. Il avait déjà vu ça lors des pires épisodes de Frank. Le petit corps de sa sœur se mettait à trembler et elle luttait pour respirer jusqu'à ce que, parfois, elle s'évanouisse de pure terreur. Tommy se rapprocha de son lit, se plaçant plus directement entre Lucie et leur père. « Papa, s'il te plaît, » dit Tommy, la voix ferme malgré la peur qui lui griffait la gorge. « Laisse-la se rendormir. Si tu veux parler à quelqu'un, parle-moi. J'écoute. » Les yeux injectés de sang de Frank se fixèrent sur Tommy avec une intensité laser. « Oh, tu écoutes, hein? C'est la meilleure. Tu crois que je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison? Tu crois que je ne vois pas la façon dont tu me regardes, la façon dont tu chuchotes avec ta sœur quand tu crois que je ne peux pas entendre? » Le sang de Tommy se glaça. Frank avait-il d'une manière ou d'une autre découvert les enregistrements? Avait-il trouvé le téléphone portable caché sous le plancher? L'esprit de Tommy passa en revue les possibilités, essayant de se souvenir s'il avait été négligent, s'il avait laissé des preuves de sa documentation secrète. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, papa, » dit Tommy sincèrement. «
On ne chuchote à propos de rien. Menteur, explosa Frank, faisant un autre pas dans la pièce. Tu es comme ta mère, sournois, malhonnête, toujours à comploter dans mon dos. Eh bien, j'en ai assez. Ce soir, on va avoir un peu d'honnêteté dans cette maison. Ce soir, vous allez tous les deux apprendre le respect. Les pleurs de Lucie s'intensifièrent, de petits sanglots saccadés qu'elle essayait d'étouffer contre Monsieur Bouton. Le son sembla enrager Frank davantage, comme si ses larmes étaient une insulte personnelle à son autorité. « Arrête de pleurnicher », ordonna-t-il. « Je ne t'ai même encore rien fait et tu fais déjà des scènes comme une reine du drame. Exactement comme ta mère, toujours la victime, ne prenant jamais ses responsabilités. » Elle a peur, dit Tommy, sa propre peur commençant à se transformer en quelque chose de plus dur et de plus dangereux. C'est juste une petite fille et tu lui fais peur. Les mots sortirent avant que Tommy ne puisse les arrêter, et il réalisa immédiatement son erreur. Le visage de Frank s'assombrit de fureur et Tommy vit la main de son père se serrer en un poing. « Je lui fais peur » répéta Frank, la voix terriblement calme. « Quand je lui fais peur ? Laisse-moi te dire ce qui fait peur, mon garçon. Ce qui fait peur, c'est d'avoir des enfants ingrats qui se croient meilleurs que leur propre père. Ce qui fait peur, c'est de travailler toute sa vie pour subvenir aux besoins d'une famille qui te traite comme de la merde. » Frank commença à arpenter le petit espace à côté du lit de Lucie, ses mouvements devenant plus agités à chaque mot. Tommy suivait attentivement la position de son père, prêt à bouger si Frank s'approchait trop de Lucie. « Je suis rentré ce soir, » continua Frank, sa voix s'élevant à nouveau, « et tu sais ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé une lettre du conseil disant que nous sommes en retard de loyer. 3 mois de retard, Tommy. 3 mois. Et pas un mot de l'un ou l'autre de vous pour aider, pour peut-être trouver un travail, pour contribuer à quelque chose dans ce foyer à part des plaintes et de la vaisselle sale. » Tommy sentit une vague de confusion désespérée. Il n'avait jamais vu de lettre du conseil, et même s'il l'avait vue, que pourrait bien faire un garçon de 8 ans pour l'argent du loyer? Mais souligner ces failles logiques ne ferait qu'irriter davantage Frank. Au lieu de cela, Tommy essaya de se concentrer sur la désescalade. « Je suis désolé, papa, » dit-il doucement. « Je ne savais pas pour la lettre. Peut-être que demain, nous pourrons trouver. » « Demain ?» Frank rit, mais il n'y avait aucune once d'humour dans ce son. « Il n'y aura peut-être pas de lendemain pour aucun d'entre nous si on se fait expulser. Et à qui la faute ? À moi, je suppose. Tout est toujours de ma faute, n'est-ce pas ? » Les pleurs de Lucie s'intensifièrent et elle commença à se balancer d'avant en arrière, Monsieur Bouton serré contre sa poitrine. La vue de la détresse de sa sœur poussa finalement Tommy au-delà du point de prudence. « Laisse-la tranquille, » dit-il, se plaçant directement devant le lit de Lucie. « Elle n'a rien fait de mal. Si tu es en colère pour le loyer, sois en colère contre moi, mais laisse Lucie en dehors de ça. » Frank cessa d'arpenter la pièce et regarda Tommy avec une expression de surprise sincère. Durant toutes leurs années d'évitement prudent et de soumission stratégique, Tommy n'avait jamais directement défié l'autorité de son père. La défiance du garçon sembla prendre Frank au dépourvu, mais seulement pour un instant. « Oh, je vois », dit Frank lentement, un sourire cruel se répandant sur son visage. « Le petit chevalier veut protéger sa princesse, hein ? Quelle noblesse, quelle émotion. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose sur les chevaliers, Tommy, ils ne vivent pas très longtemps. » Frank se jeta en avant avec une vitesse surprenante pour quelqu'un d'aussi intoxiqué. Tommy eut à peine le temps de se préparer avant que la main de son père ne le frappe au visage avec assez de force pour le faire trébucher en arrière. Le goût du sang emplit sa bouche et son oreille bourdonna sous l'impact. Lucie hurla, un son aigu et perçant qui sembla remplir tout l'appartement. Le son de sa terreur agit comme de l'essence sur le feu de la rage de Frank. Il se tourna vers le lit où Lucie se blottissait, le visage tordu de fureur. « Tais-toi, rugit-il. Tais-toi tout de suite ou je te donnerai une vraie raison de crier. » Mais Lucie était au-delà d'entendre les menaces ou les ordres. Son petit corps tremblait de sanglots et elle haletait entre 2 hurlements de pure terreur. Tommy pouvait voir qu'elle approchait d'une de ces crises de panique, ces épisodes qui la laissaient parfois inconsciente à cause de l'hyperventilation. Tommy se lança entre Frank et le lit, enlaçant la taille de son père avec ses bras dans une tentative désespérée d'arrêter son avancée vers Lucie. « S'il te plaît, papa, supplia-t-elle, s'il te plaît, arrête. Elle a juste peur. Elle se taira si tu lui laisses juste une minute pour se calmer. » Frank baissa les yeux sur le garçon qui s'accrochait à lui avec une expression de dégoût absolu. « Lâche-moi, gronda-t-il, essayant de se débarrasser de Tommy. « Lâche-moi tes mains tout de suite. »
Mais Tommy s'accrocha avec le désespoir de quelqu'un qui savait que lâcher prise signifiait une catastrophe pour la personne qu'il aimait le plus au monde. Les tentatives de Frank pour le déloger devinrent plus violentes, et bientôt il luttait sérieusement, Frank essayant d'atteindre Lucy pendant que Tommy se battait pour l'en empêcher. Dans le chaos de leur lutte, aucun d'eux ne remarqua la casserole d'eau qui se trouvait sur la petite plaque électrique dans le coin de la chambre, de l'eau que Frank avait fait chauffer pour se faire un café instantané avant que sa rage ne le submerge. La plaque de cuisson portable était quelque chose qu'il avait déplacé dans la chambre des semaines auparavant, lors d'un de ses épisodes paranoïaques, convaincu que quelqu'un trafiquait les appareils de cuisine. Frank réussit finalement à se libérer de l'emprise de Tommy, en voyant le garçon s'étaler sur le sol, mais ses mouvements sauvages l'avaient rapproché trop près de la zone de cuisson improvisée. Son coude heurta la poignée de la casserole, l'envoyant voler dans les airs en un large arc. Le temps sembla ralentir alors que Tommy regardait l'eau bouillante quitter la casserole en une cascade scintillante. Son esprit calcula les trajectoires avec une précision mathématique, réalisant avec horreur que le liquide brûlant se dirigeait directement vers le lit de Lucy. Sans réfléchir, Tommy se projeta vers le haut, son petit corps interceptant l'eau brûlante destinée à sa sœur. La douleur dépassait tout ce que Tommy avait jamais connu. L'eau bouillante frappa ses mains et ses avant-bras tendus comme du feu liquide, provoquant instantanément des cloques et rendant sa peau pâle d'un rouge furieux. Il hurla, un son d'agonie pure qui semblait venir des profondeurs de son âme. Mais même si Tommy absorbait le pire de l'eau brûlante, une partie éclaboussa au-delà de sa portée protectrice. Des gouttelettes atteignirent Lucy sur son épaule et son bras gauche, et le choc de la douleur brûlante, combiné à sa terreur déjà exacerbée, s'avéra trop important pour son petit organisme. Ses yeux se révulsèrent et elle s'effondra sur son oreiller, inconsciente. Frank se tenait figé au centre de la pièce, contemplant la dévastation qu'il avait causée. La casserole gisait sur le côté près du mur, de la vapeur s'élevant encore de l'eau restante. Tommy était agenouillé sur le sol, berçant ses mains brûlées contre sa poitrine, des larmes de douleur coulant sur son visage. Lucy gisait immobile sur son lit, Monsieur Bouton tombé à côté d'elle, sa respiration superficielle et rapide. « Oh mon Dieu !» murmura Frank, le visage pâle de choc. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Pendant un instant, la sobriété sembla percer son brouillard alcoolisé alors que la réalité de la situation s'abattait sur lui. Il regarda les mains brûlées de Tommy, puis la forme inconsciente de Lucy, et Tommy put voir une véritable horreur dans les yeux de son père. « Je ne voulais pas !» commença Frank, puis s'arrêta. Son visage passa par une série d'expressions, choc, peur, culpabilité, et finalement, instinct de survie. « Ce n'est pas ma faute, » dit-il, sa voix se raffermissant. « Tu m'as attrapé, tu m'as fait renverser la casserole. C'est de ta faute, Tommy. C'est toi qui as fait ça à ta sœur. » Tommy regarda son père à travers un brouillard de douleur, incapable de croire ce qu'il entendait. Même maintenant, face à la preuve de ce que sa rage avait accompli, Frank réécrivait l'histoire pour se protéger de toute responsabilité. « Tu dois l'aider » parvint à halter Tommy entre ses dents serrées. « Elle a besoin d'un médecin. Elle a besoin d'aide. » Frank regarda la forme immobile de Lucy, et Tommy put le voir calculer les conséquences. Un voyage à l'hôpital signifierait des questions, des enquêtes, une possible implication des services sociaux. La fiction de respectabilité soigneusement entretenue par Frank s'effondrerait sous examen. « Elle va bien », dit Frank, mais sa voix manquait de conviction. « Elle s'est juste évanouie. Elle se réveillera dans quelques minutes. »« Regarde-la » cria Tommy, luttant pour se mettre debout malgré l'agonie dans ses mains. « Regarde sa respiration. Quelque chose ne va pas. » Mais Frank reculait déjà vers la porte, le visage figé dans l'expression têtue que Tommy savait signifier que son père avait pris une décision qui ne pouvait être changée par la logique ou les supplications. « Nettoie ça », ordonna Frank, sa voix retrouvant une partie de son autorité antérieure. « Mets de la glace sur tes mains et nettoie ce bazar. Et fais taire ta sœur. Je ne veux plus entendre un son de l'un ou l'autre de vous ce soir. »« Papa, s'il te plaît. Pas un mot de plus. » cria Frank. « Je sors. Quand je reviendrai, je veux que cette pièce soit nettoyée et que vous soyez tous les deux au lit, dormant comme des enfants normaux. Et si quelqu'un pose des questions à ce sujet, n'importe qui, vous leur direz que vous jouiez avec de l'eau chaude et que vous avez eu un accident. Tu me comprends ?» Tommy regarda son père, incrédule. « Tu pars ? Tu vas juste nous laisser ici ?» Le visage de Frank se durcit. « Je vais aux Lambes prendre un vrai verre et un peu de paix et de tranquillité. Peut-être qu'à mon retour, tu auras appris à montrer un peu de respect à ton père. » « Et si Lucy ne se réveille pas ?»
demanda Tommy désespérément. Et si elle a besoin d'un hôpital? Frank s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Pendant un instant, Tommy crut voir une lueur d'inquiétude paternelle traverser le visage de son père. Mais elle disparut si rapidement que Tommy aurait pu l'imaginer. Elle ira bien, répéta Frank. Les enfants sont plus résistants qu'on ne le pense. Elle se réveillera avec un mal de tête et oubliera tout ça d'ici demain matin. Sur ce, Frank se tourna et s'en alla, laissant Tommy seul avec sa sœur inconsciente, ses mains brûlées et la terrible prise de conscience que personne ne viendrait les aider. Tommy écouta les pas de son père se déplaçant dans l'appartement, le claquement des tiroirs alors que Frank cherchait quelque chose, probablement de l'argent pour le pub, le cliquetis des clés, le claquement de la porte d'entrée se refermant. Puis le silence, à l'exception du bruit de la respiration superficielle de Lucy et des propres halètements de douleur de Tommy. Tommy se força à bouger malgré l'agonie qui irradiait de ses mains. Il trébucha jusqu'au chevet de Lucy et s'agenouilla à côté d'elle, étudiant son visage pâle avec une alarme croissante. Sa respiration était trop rapide, trop superficielle, et sa peau était moite au toucher. La brûlure sur son épaule semblait enflammée et rouge, mais c'était son inconscience qui terrifiait le plus Tommy. « Lucy » murmura-t-il, secouant doucement son épaule indemne. « Lucy, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. » Mais Lucy resta immobile, perdue dans l'obscurité qu'il avait réclamée lorsque la douleur et la peur étaient devenues trop lourdes à supporter pour son petit corps. Tommy regarda autour de leur chambre détruite avec un désespoir croissant. Le téléphone du salon avait été débranché des mois auparavant pour non-paiement. Leurs voisins étaient soit trop éloignés, soit trop effrayés par Frank pour s'impliquer dans ce qu'ils supposaient être des disputes domestiques ordinaires. L'hôpital le plus proche était à près de 5 km, à travers les rues sombres de Millbrook. C'est alors que Tommy se souvint du téléphone portable caché sous le plancher. Se déplaçant aussi prudemment que ses mains brûlées le lui permettaient, Tommy souleva la lame de parquet descellée et récupéra sa précieuse preuve. La batterie du téléphone affichait 31%, assez pour un appel d'urgence. Mais alors que Tommy fixait l'appareil, une terrible prise de conscience le frappa. Appeler à l'aide signifierait tout exposer. L'équipe d'ambulanciers poserait des questions, il y aurait des rapports, des enquêtes, et les menaces de Frank sur ce qui arriverait si Tommy racontait un jour à quelqu'un les affaires privées de leur famille. Mais en regardant la forme immobile de Lucy, Tommy réalisa que les menaces de Frank n'avaient plus d'importance. Rien n'importait, sauf obtenir l'aide dont sa sœur avait besoin. Les doigts brûlés de Tommy luttaient avec les boutons du téléphone, chaque contact envoyant de nouvelles vagues de douleur à travers ses terminaisons nerveuses endommagées. Mais il réussit à composer les 3 chiffres que chaque enfant britannique apprenait à l'école. 999, service d'urgence, vint la voix nette de l'opératrice. « Quel service demandez-vous ? » « Ambulance, Alta Tommy. »« S'il vous plaît, j'ai besoin d'une ambulance. »« Ma sœur, elle est blessée. Elle ne se réveille pas. »« Très bien, mon petit. Je vous mets en relation. Restez en ligne. » L'attente parut durer des heures, bien qu'elle ne fût probablement que de quelques secondes. Tommy profita de ce temps pour étudier plus attentivement l'état de Lucy, notant la montée et la descente rapide de sa poitrine, la façon dont ses paupières papillotaient sans s'ouvrir, la marque rouge et irritée sur son épaule où l'eau bouillante l'avait atteinte. Service d'ambulance, une nouvelle voix, masculine et professionnellement calme. « Quelle est votre urgence ? » « Ma sœur, » dit Tommy, luttant pour garder sa voix stable. « Elle a 4 ans et elle ne se réveille pas. Elle s'est brûlée avec de l'eau chaude et puis elle s'est effondrée. »« Je vois. Pouvez-vous me donner votre adresse, s'il vous plaît ?» Tommy débita leur adresse sur Coronation Street, sa voix se raffermissant à mesure qu'il se concentrait sur les détails pratiques pour obtenir de l'aide pour Lucy. « Bien, mon garçon. Maintenant, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? Comment votre sœur s'est-elle brûlée ?» Tommy hésita, les menaces de Frank résonnant dans sa mémoire. Mais un regard sur le visage pâle de Lucy le décida. « Mon père, » dit Tommy doucement. « Mon père était en colère et il a renversé une casserole d'eau bouillante. C'était pour du café, mais ça nous a éclaboussés. J'en ai eu la plus grande partie sur mes mains, mais Lucy en a eu un peu aussi. » Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil. « Êtes-vous blessé aussi, mon fils ?»« Mes mains, » admit Tommy. « Elles sont assez brûlées. Mais Lucy est pire. Elle s'est cognée la tête en tombant et elle ne se réveille pas. Je comprends. Quel âge avez-vous ? 8. Une autre pause, plus longue cette fois. Tommy pouvait entendre le bruit de la frappe au clavier en arrière-plan, probablement l'opérateur entrant des détails dans un système informatique. Y a-t-il un adulte avec vous maintenant ?
Non, dit Tommy. Mon père est parti. Il est allé au pub. Je vois. Eh bien, écoutez attentivement. J'envoie une ambulance immédiatement. Il devrait être là dans environ 10 minutes. Pouvez-vous rester au téléphone avec moi jusqu'à ce qu'ils arrivent? Oui, dit Tommy, bien qu'il commençât à se sentir étourdi par la douleur et le choc. Bien. Maintenant, je veux que vous vérifiez la respiration de votre sœur pour moi. Sa poitrine monte-t-elle et descend-elle? Tommy observa attentivement Lucie. Oui, mais c'est très rapide, comme si elle avait couru. C'est normal quand quelqu'un est inconscient. Et la brûlure sur son épaule? Pouvez-vous me la décrire? Tommy regarda la marque rouge et irritée sur la petite épaule de Lucie. C'est à peu près la taille d'une pièce de 50 pence. C'est très rouge et il y a une petite cloque. Très bien. Ne mettez rien dessus. Pas de glace, pas de beurre, rien de tout ça. Laissez-la tranquille jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent. Ils sauront comment la traiter correctement. Tommy hocha la tête, bien que l'opérateur ne pût pas le voir. Et mes mains? Pouvez-vous décrire vos blessures? Tommy baissa les yeux sur ses mains, qui avaient presque doublé de volume. La peau était d'un rouge furieux avec des plaques blanches où des cloques s'étaient formées. Rien que de les regarder aggravait la douleur. Elles sont vraiment enflées, dit Tommy, et il y a des cloques partout. Elles font tellement mal que j'ai à peine pu tenir le téléphone. Je sais que ça fait mal, mon petit, mais tu es très courageux. Les ambulanciers te donneront quelque chose pour la douleur dès qu'ils arriveront. Au loin, Tommy put entendre la sirène d'une ambulance, de plus en plus forte. Un soulagement si intense l'envahit qu'il faillit laisser tomber le téléphone. Je les entends arriver, dit-il à l'opérateur. Excellent. Maintenant, j'ai besoin que vous alliez à la porte d'entrée et que vous la déverrouilliez pour qu'ils puissent entrer. Pouvez-vous faire ça? Tommy regarda ses mains abîmées, puis la silhouette inconsciente de Lucie. La laisser seule, même pour la minute qu'il faudrait pour déverrouiller la porte, lui semblait être un abandon. Mais il savait que les ambulanciers devaient entrer. Je reviens tout de suite, murmura-t-il à Lucie, bien qu'elle ne pût pas l'entendre. Se déplaçant aussi vite que ses blessures le lui permettaient, Tommy se dirigea vers la porte d'entrée. Manipuler les serrures avec ses mains brûlées envoya de nouvelles pointes d'agonie dans ses bras, mais il réussit à ouvrir la porte juste au moment où l'ambulance s'arrêtait devant leur immeuble. 2 ambulanciers sortirent du véhicule, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants et un homme plus jeune qui se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un habitué aux urgences. Ils étaient vêtus d'uniformes vert foncé et transportaient de grands sacs remplis de matériel médical. « Tu dois être Tommy », dit la femme alors qu'ils approchaient de la porte. « Je suis Sarah et voici Michael. Nous sommes là pour vous aider, toi et ta sœur. » Tommy les conduisit à travers l'appartement jusqu'à la chambre où Lucie gisait immobile. Les 2 ambulanciers évaluèrent rapidement la scène, la casserole renversée, l'eau éparpillée sur le sol, la petite fille inconsciente sur le lit et les mains manifestement abîmées de Tommy. « Très bien alors, » dit Sarah, s'agenouillant à côté du lit de Lucie. « Voyons à quoi nous avons affaire. » Elle commença à vérifier les signes vitaux de Lucie avec une efficacité rodée pendant que Michael s'agenouillait à côté de Tommy pour examiner ses mains. Le visage du jeune homme resta soigneusement neutre pendant qu'il évaluait les brûlures, mais Tommy surprit le rapide coup d'œil qu'il échangea avec sa partenaire. « Ce sont des brûlures graves, Tommy, » dit Michael doucement. « Nous allons devoir t'emmener à l'hôpital pour un traitement approprié. Mais d'abord, laisse-moi te donner quelque chose pour la douleur. » Il sortit une petite bombe de son sac et administra une dose de spray analgésique sur les mains de Tommy. L'effet fut presque immédiat, pas un soulagement complet, mais une réduction suffisante de l'agonie pour que Tommy puisse à nouveau penser clairement. « Ta sœur est stable », annonça Sarah depuis le chevet de Lucie. « Ses signes vitaux sont forts, mais elle a une commotion cérébrale due au choc à la tête. Nous devons l'emmener à l'hôpital pour observation. »« Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demanda Tommy, la voix faible d'inquiétude. « Elle devrait aller bien », l'assura Sarah. « Les enfants sont remarquablement résistants. Mais nous voulons la surveiller pendant les prochaines 24 heures pour nous assurer qu'il n'y a pas de complications. » Michael commença à envelopper soigneusement les mains de Tommy dans des bandages stériles pendant que Sarah préparait Lucie pour le transport. Il travaillait avec le genre de coordination fluide qui témoignait d'années d'expérience dans la gestion des urgences. « Tommy, » dit Sarah doucement alors qu'elle fixait un masque à oxygène sur le visage de Lucie, « peux-tu nous dire où est ton père? Nous devrons le contacter au sujet de ce qui s'est passé. » Tommy sentit un nœud de peur familier se former dans son estomac. Il est allé au Lamb & Flag. C'est le pub sur Market Street. Je vois.
Et ta mère? Elle ne vit plus avec nous, dit Tommy doucement. Elle est partie il y a quelques années. Sarah et Michael échangèrent un autre regard, et Tommy put voir des questions se former dans leurs esprits. Il réalisa que c'était le moment de vérité, le point où il maintiendrait soit la fiction de Frank, soit raconterait aux autorités ce qui s'était réellement passé dans la maison des Hartwell. Tommy pensa au téléphone portable caché dans sa chambre, contenant encore toutes ces heures de preuves enregistrées. Il pensa aux menaces de Frank, aux terribles conséquences qu'il avait promises si Tommy racontait un jour à quelqu'un les affaires privées de leur famille. Mais ensuite, il regarda le visage pâle de Lucy derrière le masque à oxygène, et sa décision se cristallisa avec une clarté parfaite. Ce n'était pas un accident, dit Tommy doucement. Les deux ambulanciers arrêtèrent ce qu'ils faisaient et le regardèrent avec une vive attention. « Que veux-tu dire, mon petit ?» demanda Sarah doucement. « L'eau, » expliqua Tommy, sa voix se raffermissant. « Mon père l'a jetée. Il était en colère à propos de quelque chose et il criait sur Lucy. Et quand j'ai essayé de la protéger, il a renversé la casserole. Mais ce n'était pas un accident. Il essayait de nous faire du mal. » L'expression de Sarah devint très sérieuse. « Tommy, c'est une chose très grave à dire. Es-tu absolument certain de ce qui s'est passé ?» Tommy hocha fermement la tête. « Je peux le prouver. J'ai des enregistrements. Mon père nous fait du mal depuis des mois et je l'ai enregistré sur un téléphone que j'ai trouvé. Le téléphone est caché dans l'ours en peluche de Lucy. » Michael regarda autour de la pièce jusqu'à ce qu'il repère Monsieur Bouton gisant à côté du lit de Lucy. « Cet ours en peluche ? » « Oui, il y a une poche secrète que j'ai faite à l'intérieur. Le téléphone est là, avec tous les enregistrements. » Sarah examina attentivement Monsieur Bouton et trouva le compartiment caché que Tommy avait décrit. À l'intérieur se trouvait le téléphone portable cabossé, enveloppé dans son torchon déchiré. Elle alluma l'appareil et localisa rapidement les fichiers audio que Tommy avait mentionnés. « Il y a 17 enregistrements ici, » dit-elle en parcourant la liste des fichiers. « Certains d'entre eux sont assez récents. Le plus récent date d'il y a 3 jours, dit Tommy. Quand mon père est rentré ivre et a commencé à menacer de faire du mal à Lucy si elle n'arrêtait pas de pleurer. » Sarah sélectionna l'un des fichiers et en joua un bref extrait. La voix de Frank emplit la petite chambre, pâteuse d'alcool et épaisse de menaces. « Arrête de pleurnicher tout de suite ou je te donnerai une vraie raison de pleurer. Tu crois que c'est grave ? Tu n'as aucune idée de ce que c'est, la gravité. » L'enregistrement continua avec des bruits de meubles jetés et les menaces de plus en plus violentes de Frank sur ce qui arriverait si l'un ou l'autre des enfants racontait un jour à quelqu'un les affaires privées de leur famille. Sarah arrêta la lecture après 30 secondes, le visage sombre de compréhension. « Tommy, » dit-elle prudemment, « ces enregistrements, ils vont être des preuves très importantes. Nous devons nous assurer qu'ils sont conservés en lieu sûr. »« Allez-vous arrêter mon père ?» demanda Tommy. « Ce n'est pas à nous de prendre cette décision, » expliqua Michael. « Mais nous allons nous assurer que vous et Lucy êtes en sécurité. La police devra entendre ces enregistrements et il y aura probablement des gens des services sociaux qui voudront vous parler. » Tommy hocha la tête, ressentant un étrange mélange de soulagement et de terreur. Après des mois à porter ce secret seul, son poids était enfin partagé avec des adultes qui avaient le pouvoir d'agir. Mais il savait aussi que Frank serait furieux quand il découvrirait ce que Tommy avait fait. « Et si mon père revient pendant qu'on est à l'hôpital ?» demanda Tommy. « Et s'il est en colère que je vous ai parlé ? » « Ton père ne s'approchera ni de toi ni de Lucy ce soir, » dit Sarah fermement. « Je vais appeler la police depuis l'ambulance et ils l'attendront à son retour du pub. Tu n'as plus à t'inquiéter qu'il te fasse du mal. » Comme invoqué par ces paroles, le bruit de pas lourds dans les escaliers extérieurs parvint à leurs oreilles. La voix de Frank traversa les minces murs, chantant une version fausse d'un chant de football qu'il avait appris au Lamb and Flag. Il était encore plus ivre qu'à son départ et complètement inconscient que le monde de ses enfants avait changé à jamais en son absence. « C'est lui », murmura Tommy, se rapprochant instinctivement du lit de Lucy. Sarah posa une main protectrice sur l'épaule de Tommy pendant que Michael se dirigeait vers la porte de la chambre. « Tout va bien, Tommy. Nous n'allons laisser rien t'arriver. » La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas et la voix de Frank résonna dans l'appartement. « Tommy, où es-tu, mon garçon ? Je veux te parler de montrer un peu de respect à ton vieux. » Des pas s'approchèrent de la porte de la chambre et Frank apparut dans l'embrasure, titubant d'ivresse. Son visage était empourpré par l'alcool et l'effort, et il lui fallut plusieurs secondes pour assimiler la scène devant lui, 2 ambulanciers en uniforme, sa fille inconsciente sur un brancard, et son fils avec les mains lourdement bandées. «
Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Demanda Frank, sa voix s'élevant en un cri. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Monsieur Hartwell, dit Sarah, se levant pour lui faire face avec une autorité calme, je suis ambulancière au service national de santé. Vos enfants ont été blessés et nécessitent des soins médicaux immédiats. Les yeux de Frank allèrent de Tommy à Lucy, et Tommy put voir l'esprit de son père s'efforcer de construire une histoire plausible qui le protégerait des conséquences. C'était un accident, dit Frank rapidement. Les enfants jouaient avec de l'eau chaude et il y a eu une éclaboussure. J'ai dit à Tommy de mettre de la glace dessus, mais je suppose que c'était pire que je ne le pensais. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit Tommy doucement, mais sa voix porta clairement dans la petite pièce. La tête de Frank se tourna vivement pour fixer son fils avec une fureur non dissimulée. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que ce n'est pas ce qui s'est passé, répéta Tommy, sa voix se raffermissant. Je leur ai dit la vérité, papa. Sur l'eau, surtout. Le visage de Frank passa par une série d'expressions, choc, rage, et finalement, calcul désespéré. Il est confus, dit Frank aux ambulanciers. Il s'est cogné la tête en tombant. Les enfants disent toutes sortes de choses quand ils sont blessés et effrayés. Nous avons des enregistrements, monsieur Hartwell, dit Sarah calmement. Votre fils documente les abus depuis plusieurs mois. Nous avons entendu votre voix menacer les deux enfants. La couleur quitta le visage de Frank, et pendant un moment, il sembla qu'il allait s'effondrer. Puis la rage reprit le dessus et il fit un pas vers Tommy avec un regard meurtrier. Petit salaud, gronda-t-il. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? En racontant des mensonges à des étrangers? Michael se plaça avec fluidité entre Frank et Tommy, sa posture professionnelle mais indéniablement protectrice. Monsieur Hartwell, je vais vous demander de reculer et de vous calmer. Ne me dites pas de me calmer dans ma propre maison, cria Frank. Ce sont mes enfants. Je les discipline comme je l'entends. En fait, intervint une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte, ce n'est plus le cas. Deux policiers étaient arrivés, une grande femme aux cheveux grisonnants et un jeune agent de police qui semblait passer beaucoup de temps à la salle de sport. Ils portaient les uniformes noirs de la police du West Yorkshire et leur présence semblait remplir la petite chambre d'autorité. « Monsieur Frank Hartwell » demanda l'officier féminin. « Qui veut savoir ?» répondit Frank, bien qu'une partie de sa combativité sembla s'évanouir à la vue de la police. « Je suis le sergent Williams et voici l'agent Parker. Nous sommes ici concernant des allégations de maltraitance d'enfants à l'encontre de Tommy et Lucy Hartwell. » Frank regarda sauvagement autour de la pièce comme s'il cherchait une issue de secours qui n'existait pas. « C'est ridicule, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Ces gens n'ont aucun droit d'entrer chez moi et... En fait, si, interrompit le sergent Williams. Nous avons été informés de preuves suggérant que ces enfants sont en danger immédiat. Nous sommes ici pour assurer leur sécurité. Elle se tourna vers Sarah. Comment vont les enfants? Tommy a des brûlures au 2e degré aux deux mains et Lucy a une commotion cérébrale et des brûlures au 1er degré à l'épaule, rapporta Sarah. Les deux enfants ont besoin de soins hospitaliers et Tommy a fourni des preuves d'abus continu. Le sergent Williams hocha la tête d'un air sombre. Monsieur Hartwell, je vous place en état d'arrestation pour suspicion de maltraitance d'enfants et d'agression. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais cela pourrait nuire à votre défense si vous ne mentionnez pas, lors de votre interrogatoire, quelque chose sur lequel vous vous appuyez ultérieurement au tribunal. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Le visage de Frank passa par une gamme d'émotions, incrédulité, rage et finalement, supplication désespérée. C'est insensé, dit-il, la voix brisée. Ce sont mes enfants. Je les aime. Je ne leur ferai jamais de mal. Les enregistrements suggèrent le contraire, dit l'agent Parker en sortant des menottes de sa ceinture. Alors que la police commençait le processus d'arrestation de Frank, Tommy ressentit un étrange mélange de justification et de tristesse. C'était ce qu'il avait voulu, ce vers quoi il avait œuvré pendant des mois avec la collecte secrète de preuves. Mais voir son père réduit à une silhouette vaincue et menotté le remplit également d'un chagrin inattendu. Frank était un parent terrible et un homme dangereux, mais il était toujours le seul père que Tommy ait jamais connu. « Tommy » appela Frank alors que la police l'emmenait vers la porte. « Tommy, tu dois leur dire la vérité. Dis-leur que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Dis-leur que ce n'était que des accidents. » Tommy regarda son père, le regarda vraiment, et vit non pas la figure terrifiante qui avait dominé sa jeune vie, mais un homme brisé dont la propre douleur l'avait tordu en quelque chose de monstrueux. Pour la première fois,
Tommy ressentit quelque chose approchant de la pitié pour Frank Hartwell. « Je leur ai dit la vérité, papa, » dit Tommy doucement. « C'est pour ça qu'ils sont là. » Le visage de Frank se décomposa et il laissa les policiers l'emmener sans plus de résistance. Tommy écouta le bruit des pas s'éloignant dans l'appartement, le claquement des portières de voiture à l'extérieur, et le bruit décroissant du véhicule de police emportant son père vers les conséquences qui l'attendaient. Dans le silence soudain qui suivit, Tommy s'aperçut que Lucie s'agitait sur son brancard. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant et elle regarda autour d'elle avec l'expression confuse de quelqu'un qui se réveille d'un sommeil profond. « Tommy » murmura-t-elle, sa voix à peine audible derrière le masque à oxygène. « Je suis là, mon rayon de soleil », dit Tommy, se déplaçant à ses côtés malgré les protestations de ses mains bandées. « Je suis juste là. » Les yeux de Lucie se fixèrent sur son visage avec un effort visible, et Tommy put la voir essayer de comprendre ce qui s'était passé. Son regard dériva vers ses mains bandées, puis vers les ambulanciers qui se déplaçaient dans leur chambre avec une efficacité déterminée. « Et où est papa ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée par le masque à oxygène mais toujours compréhensible. Tommy échangea un regard avec Sarah, qui hocha la tête d'un air encourageant. « Il est parti, Lucie. La police l'a emmené parce qu'il nous a fait du mal. Mais tout va bien se passer maintenant. On va à l'hôpital et il y a des gens qui vont nous aider. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent d'un mélange de peur et de confusion. « Est-ce qu'on a des ennuis ?»« Non, ma chérie, » intervint doucement Sarah, ajustant le masque à oxygène pour s'assurer qu'il était bien ajusté. « Vous n'avez aucun ennui. Vous êtes des enfants très courageux et tout le monde va s'assurer que vous êtes en sécurité à partir de maintenant. »« Et Monsieur Bouton ?» demanda Lucie, sa voix prenant le ton de panique que Tommy reconnaissait comme un précurseur d'un de ces épisodes. « Où est Monsieur Bouton ?» Tommy regarda frénétiquement autour de lui jusqu'à ce qu'il repère l'ours en peluche bien aimé sur le sol, là où la police l'avait laissé après avoir examiné le téléphone caché. Malgré la douleur dans ses mains, Tommy ramassa soigneusement l'ours et le plaça doucement à côté de Lucie sur le brancard. « Il est juste là » l'assura Tommy. « Monsieur Bouton vient avec nous à l'hôpital. » Lucie serra l'ours en peluche contre sa poitrine avec son bras indemne, et une partie de la tension quitta son petit visage. « Est-ce qu'il est blessé aussi ?»« Non, mon rayon de soleil. Monsieur Bouton va parfaitement bien. Il te protégeait, comme il le fait toujours. » Sarah commença à préparer Lucie pour le transport, attachant les sangles du brancard et vérifiant tout son équipement une dernière fois. « Très bien, vous deux. Il est temps de vous emmener à l'hôpital Saint-Maries. Ils ont des médecins là-bas qui sont spécialisés dans l'aide aux enfants, et ils vont très bien s'occuper de vous deux. » Alors qu'il se préparait à quitter la chambre, Tommy jeta un dernier regard autour de l'espace qui avait été à la fois sanctuaire et prison pendant une si grande partie de sa jeune vie. La casserole renversée gisait toujours sur le côté près du mur, entourée des preuves du dernier acte de violence de Frank. La lame de parquet descellée où il avait caché ses preuves secrètes béait comme une bouche racontant des histoires qui ne pouvaient plus être contenues. Michael guida doucement Tommy vers la porte. « Allez, mon garçon. Ta sœur a besoin que tu sois forte encore un petit moment. » Le trajet à travers leur appartement parut surréaliste à Tommy. Il avait passé tant de mois à calculer des itinéraires sur à travers ses pièces, à mémoriser des cachettes et des plans d'évasion. Maintenant, il les traversait pour ce qui pourrait être la dernière fois, flanqué d'adultes dont le travail était de protéger plutôt que de menacer. Alors qu'ils atteignaient la porte d'entrée, Tommy se retourna pour un dernier regard sur l'endroit qui avait façonné sa compréhension du monde. Malgré tout ce qui s'était passé entre ces murs, c'était toujours la seule maison qu'il ait jamais connue. La quitter signifiait entrer dans un avenir inconnu qui le terrifiait et l'exaltait à la fois. « C'est normal d'avoir peur », dit Sarah, remarquant son hésitation. « Le changement est effrayant, même quand c'est pour le mieux. Mais tu n'es plus seul maintenant, Tommy. Il y a beaucoup de gens qui vont t'aider, toi et Lucie, à comprendre ce qui va suivre. » L'ambulance attendait dehors, ses portes arrière ouvertes pour révéler une unité médicale mobile remplie d'équipements et de fournitures. D'autres résidents de Coronation Street étaient sortis de chez eux, attirés par l'activité inhabituelle. Tommy reconnut Madame Henderson de l'appartement en dessous du leur, et le vieux Monsieur Davis qui tenait le kiosque à journaux du coin. Ils observaient avec des yeux curieux pendant que les ambulanciers chargeaient le brancard de Lucie dans l'ambulance. Tommy grimpa dans l'ambulance à côté de sa sœur, s'émerveillant de la propreté et de l'organisation du matériel médical qui les entourait. Tout était blanc, chromé et stérile, un contraste si frappant avec le chaos et la misère de leur appartement. Sarah prit sa place à côté du brancard de Lucie pendant que Michael s'installait au volant. «
Première fois dans une ambulance? Demanda Sarah alors qu'elle recommençait à vérifier les signes vitaux de Lucie. Tommy hocha la tête, les yeux écarquillés en observant tout le matériel médical. C'est plus grand que ce que je pensais. La plupart des gens sont surpris par ça, dit Sarah avec un sourire. Nous transportons beaucoup d'équipements parce que nous ne savons jamais à quel type d'urgence nous pourrions être confrontés. Mais ne t'inquiète pas pour toutes ces machines et ces moniteurs. Ils sont juste là pour nous aider à prendre soin de toi et de Lucie. L'ambulance s'éloigna de Coronation Street, et Tommy regarda par la petite vitre arrière leur immeuble s'éloigner dans le lointain. Quelque part au fond de son esprit, il réalisa que c'était probablement la fin d'un chapitre de sa vie et le début de quelque chose de complètement différent. Pendant qu'il roulait dans les rues sombres de Millbrook, Sarah continuait de surveiller l'état de Lucie tout en maintenant un flot de conversations douces conçues pour garder les deux enfants calmes et alertes. « Tommy, dit-elle, les médecins de l'hôpital voudront te poser quelques questions sur ce qui s'est passé ce soir. Ils voudront aussi examiner tes blessures et celles de Lucie très attentivement. Cela pourrait te sembler un peu écrasant, mais tout le monde là-bas a l'expérience d'aider les enfants qui ont traversé des situations difficiles. « Qu'est-ce qui va nous arriver ?» demanda Tommy, exprimant la question qui lui pesait sur l'esprit depuis que la police avait arrêté Frank. « Où allons-nous vivre ?»« Ce n'est pas à moi de décider, dit Sarah honnêtement. Mais il y a des assistantes sociales, des gens dont le travail est de trouver des endroits sûrs où les enfants peuvent vivre lorsque leur foyer n'est plus sûr. Elles travailleront très dur pour s'assurer que toi et Lucie restiez ensemble et que vous soyez placés avec des gens qui prendront bien soin de vous. » Tommy ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété à cette nouvelle. L'idée de rester avec Lucie était primordiale, il ne pouvait imaginer être séparé de la sœur qu'il avait protégée si longtemps. Mais la pensée de vivre avec des étrangers, de devoir apprendre de nouvelles règles et attentes, était intimidante. « Est-ce qu'ils nous croiront ?» demanda Tommy. « À propos de ce que papa a fait ?»« Oh oui, dit Sarah fermement. Vos enregistrements fournissent des preuves très claires de ce qui se passait. De plus, vos blessures et celles de Lucie racontent leur propre histoire. Personne ne doutera de ce que vous avez traversé. » L'ambulance tourna sur la route principale menant à l'hôpital Saint-Maries, et Tommy put voir le bâtiment au loin, une grande structure moderne avec des bails des urgences vivement éclairés et une haute tour marquée d'une croix rouge. Même à cette heure tardive, l'hôpital bourdonnait d'activité, des gens allant et venant sous les dures lumières fluorescentes de l'entrée des urgences. « Lucie, dit Sarah doucement, nous sommes presque à l'hôpital. Comment te sens-tu » Lucie avait dérivé entre conscience et inconscience pendant le trajet, mais ses yeux s'ouvrirent au son de son nom. « J'ai mal à la tête, dit-elle doucement, et à l'épaule. »« Je sais, ma chérie. Les médecins vont te donner des médicaments pour aider avec la douleur, et ils vont vérifier ta tête très attentivement pour s'assurer que tout fonctionne correctement. » Alors que l'ambulance entrait dans la baie des urgences, Tommy put voir du personnel médical qui les attendait déjà. Un médecin en blouse bleue se tenait à côté d'une infirmière avec un fauteuil roulant, tous deux se déplaçant avec l'efficacité rodée de personnes habituées à gérer des situations d'urgence. Les portes arrière de l'ambulance s'ouvrirent et soudain, leur petit monde autonome fut inondé de lumière vive et du chaos contrôlé d'un service d'urgence animé. Sarah commença immédiatement à informer l'équipe médicale en attente pendant qu'il transférait le brancard de Lucie de l'ambulance à un chariot d'hôpital. Fillette de 4 ans, inconsciente depuis environ 90 minutes suite à un traumatisme crânien et des brûlures au premier degré à l'épaule gauche, rapporta Sarah dans le langage professionnel et concis des urgences médicales. Garçon de 8 ans avec des brûlures au deuxième degré aux deux mains. Les deux enfants victimes de violences domestiques avec preuve documentée. Le médecin, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants tirés en une queue de cheval pratique, prit immédiatement la situation en main. « Je suis le docteur Morrison, dit-elle en s'adressant aux deux enfants. Nous allons très bien nous occuper de vous deux. Tommy, je veux que tu viennes avec nous pendant que nous examinons Lucie. Tu peux rester juste à côté d'elle. » Alors qu'il poussait Lucie à travers les portes automatiques du service des urgences, Tommy fut frappé par l'ampleur et l'activité de l'hôpital. Médecins et infirmières se déplaçaient avec détermination entre les boxes de traitement, leur conversation remplie d'une terminologie médicale qui ressemblait à une langue étrangère. Des machines bipaient et bourdonnaient avec une efficacité électronique, surveillant les signes vitaux des patients dans tout le service. Mais malgré la nature écrasante de l'environnement, Tommy ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, la sécurité. Ces gens n'allaient pas lui faire de mal, ni à Lucie. Leur travail était de guérir, de protéger, d'améliorer les choses. Pour la première fois depuis que leur mère était partie 2 ans auparavant,
Tommy sentit qu'il pouvait cesser d'être le seul gardien du bien-être de sa sœur. Le docteur Morrison les conduisit dans une salle de traitement privée où elle pourrait examiner les deux enfants à l'écart de l'agitation du service principal des urgences. La pièce était peinte dans des couleurs douces, probablement destinées à être apaisantes, avec des personnages de dessins animés sur les murs et des meubles pour enfants mélangés à l'équipement médical. « Très bien alors », dit le docteur Morrison en s'asseyant sur un tabouret à côté du lit de Lucy. « Voyons à quoi nous avons affaire. » Elle commença un examen approfondi des blessures de Lucy, expliquant chaque étape dans un langage que les deux enfants pouvaient comprendre. Son contact était doux mais minutieux, et elle maintenait un commentaire continu destiné à garder Lucy calme et alerte. « La brûlure sur ton épaule n'est pas trop grave, dit-elle à Lucy. Ça va faire mal pendant quelques jours, mais ça devrait très bien guérir avec des soins appropriés. Le coup sur ta tête est un peu plus préoccupant, cependant. Je veux faire quelques tests pour m'assurer que tout fonctionne correctement là-haut. » Elle se tourna ensuite vers Tommy, déroulant soigneusement les bandages que Michael avait appliqués dans leur appartement. Tommy essaya de ne pas regarder ses mains pendant qu'on enlevait les pansements, mais il ne put s'empêcher de voir la peau rouge et irritée et les cloques qui s'étaient formées sur ses paumes et ses doigts. « Ce sont des brûlures graves, Tommy, » dit doucement le docteur Morrison. « Elles vont mettre plusieurs semaines à guérir correctement, et tu devras faire très attention à les garder propres et sèches. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de dommages permanents si nous en prenons soin correctement. » Pendant qu'elle travaillait, le docteur Morrison posa des questions douces sur ce qui s'était passé, comment ils se sentaient, et s'ils avaient d'autres blessures qui pourraient ne pas être immédiatement visibles. Sa manière était professionnelle mais chaleureuse, et Tommy se surprit à se détendre malgré la douleur dans ses mains et l'incertitude quant à leur avenir. « Tommy, » dit le docteur Morrison alors qu'elle commençait à appliquer de nouveaux bandages sur ses mains, « la police a demandé à vous parler de ce qui s'est passé ce soir. Il y a aussi une assistante sociale ici qui est spécialisée dans l'aide aux enfants dans des situations comme la vôtre. Vous sentez-vous d'attaque pour leur parler ?» Tommy regarda Lucy, qui se reposait tranquillement avec Monsieur Bouton niché contre son côté indemne. Les yeux de sa sœur étaient plus clairs maintenant, et la couleur revenait à ses joues pâles. Elle semblait stable et en sécurité, entourée de personnes dont le travail était de la protéger. « Est-ce que Lucy ira bien pendant que je leur parle ?» demanda Tommy. « Absolument, » l'assura le docteur Morrison. « L'infirmière Catherine restera avec elle tout le temps, et nous serons juste dans la pièce voisine. Tu pourras la voir quand tu en auras besoin. » Tommy hocha la tête, se sentant prêt à franchir la prochaine étape de leur voyage vers la sécurité. « Je veux tout leur dire. Sur les enregistrements, sur ce que papa nous a fait, surtout. » « C'est très courageux, » dit le docteur Morrison, « et très important. Plus tu pourras être honnête sur ce qui s'est passé, mieux tout le monde sera équipé pour vous aider, toi et Lucy. » Alors que le docteur Morrison conduisait Tommy vers la porte, il s'arrêta pour serrer la main indemne de Lucy. « Je reviens tout de suite, mon rayon de soleil, promis-il. Et quand j'aurai fini de parler à la police, nous trouverons ensemble ce qui se passera ensuite. » Lucy lui sourit, le premier sourire sincère qu'il avait vu d'elle depuis avant leur épreuve. « Tu leur parleras du château ? De la façon dont le dragon protège la princesse ? » « Je leur dirai tout, » dit Tommy, y compris à quel point la princesse Lucy a été courageuse quand le dragon combattait le monstre. Le docteur Morrison ouvrit la porte pour révéler une petite salle de conférence où deux adultes attendaient. L'une était le sergent Williams, que Tommy reconnut de leur appartement. L'autre était une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux argentés courts et au sourire chaleureux, vêtue de vêtements décontractés plutôt que d'un uniforme. « Tommy, » dit le sergent Williams, « voici Madame Patricia Chen. C'est une assistante sociale de l'autorité locale et elle est là pour vous aider, toi et Lucy, à comprendre ce qui va se passer ensuite. » Madame Chen se leva et tendit la main en guise de salutation. « Bonjour Tommy. J'ai entendu dire que tu avais été très courageux ce soir. Je suis là pour m'assurer que toi et ta sœur êtes en sécurité et que vous avez tout ce dont vous avez besoin. » Tommy lui serra la main prudemment, conscient de ses doigts bandés. Il y avait quelque chose d'immédiatement digne de confiance chez Madame Chen, une combinaison de compétences professionnelles et de chaleur authentique qui lui rappelait les enseignants qu'il avait le plus aimés à l'école. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-elle en désignant un fauteuil confortable en face du sien. « Je sais que cette nuit a été très difficile pour vous, mais je veux que vous sachiez que le plus dur est passé. À partir de maintenant, notre travail est de vous aider à guérir et de vous trouver, à toi et à Lucy, un endroit sûr où vivre. » En s'installant dans le fauteuil, Tommy réalisa que pour la première fois depuis des années,
Il n'était pas responsable de la gestion d'une crise ou de la protection de sa sœur contre un danger immédiat. Des adultes géraient la situation, des adultes compétents et attentionnés dont le travail était d'aider plutôt que de nuire. Le poids de cette prise de conscience était écrasant, de la meilleure façon possible. Tommy avait porté le fardeau de sa survie et de celle de Lucy pendant si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que d'être simplement un enfant qui pouvait faire confiance aux adultes pour prendre les décisions importantes. Alors, dit le sergent Williams en s'installant dans son propre fauteuil avec un enregistreur numérique et un carnet. Pourquoi ne pas commencer par le début et nous raconter tout ce qui s'est passé ce soir? Tommy prit une profonde inspiration, pensant au château de ses histoires, où de courageux chevaliers protégeaient des princesses contre des dragons et où tout le monde vivait en sécurité pour toujours. Ce soir, réalisa-t-il, ils avaient enfin trouvé leur chemin vers ce château. La version du monde réel n'avait peut-être pas de tours, de drapeaux et de dragons amicaux, mais elle avait des médecins, des policiers et des assistantes sociales qui comprenaient que les enfants méritaient d'être en sécurité et aimés. Ça a commencé quand mon père est rentré du pub, commença Tommy, la voix ferme et claire. Il était plus en colère que d'habitude, et il a commencé à crier à propos du loyer et que tout était de notre faute. Alors qu'il commençait à raconter son histoire, la vérité complète et sans phare sur leur vie avec Frank Hartwell, Tommy sentit les derniers morceaux du fardeau de son enfance se soulever enfin de ses épaules. Pour la première fois en 2 ans, quelqu'un d'autre prenait la responsabilité de son bien-être et de celui de Lucy, et le cauchemar était terminé. La guérison pouvait commencer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit qui avait tout changé pour Tommy et Lucy Hartwell. La chambre d'hôpital du service pédiatrique de Saint-Maries était devenue leur sanctuaire temporaire, un espace peint en jaune et vert tendre, avec des fenêtres qui donnaient sur les toits de Millbrook vers les collines lointaines marquant la lisière de leur ville troublée. Tommy était assis sur la chaise visiteur à côté du lit de Lucy, tournant soigneusement les pages d'un livre d'images avec ses mains en voie de guérison. Les brûlures rouges vifs s'étaient estompées en plaques roses de nouvelle peau, et bien que ses doigts restassent raides et sensibles, le docteur Morrison avait déclaré sa guérison remarquable. Lucy, quant à elle, avait rebondi avec la résilience qui semblait intrinsèque aux os des enfants. Sa commotion cérébrale avait complètement guéri, ne laissant qu'une petite cicatrice sur son épaule comme souvenir de leur épreuve. Et ainsi le brave chevalier et la princesse vécurent heureux pour toujours dans leur beau château, conclut Tommy, fermant le livre qu'ils lisaient ensemble. Mais qu'en est-il du dragon? Demanda Lucy, comme elle le faisait toujours lorsque cette histoire particulière arrivait à sa fin. Est-ce que le dragon peut vivre aussi dans le château? Bien sûr, dit Tommy, souriant à la question prévisible de sa sœur. Le dragon était celui qui les protégeait, tu te souviens? Il a la meilleure tour de tout le château, avec une vue parfaite sur le royaume pour qu'il puisse surveiller tout problème. Lucy hocha la tête avec satisfaction, serrant Monsieur Bouton contre sa poitrine. L'ours en peluche bien-aimé lui avait été rendu après que la police eut fini d'examiner le compartiment secret du téléphone, bien que la poche secrète restât vide maintenant. Les enregistrements qui avaient fourni des preuves cruciales contre Frank étaient stockés en toute sécurité dans les dossiers de la police, n'étant plus nécessaires comme preuve mais conservés comme un enregistrement permanent de ce qu'ils avaient enduré. Un léger coup à la porte interrompit leur routine matinale tranquille. Madame Patricia Chen entra avec son sourire chaleureux caractéristique, portant un dossier de documents et vêtue du genre de tenue professionnelle qui parvenait à paraître à la fois officielle et accessible. « Bonjour vous deux », dit-elle en s'installant dans la deuxième chaise visiteur qui était devenue sa place habituelle lors de leur séjour prolongé à l'hôpital. « Comment allons-nous aujourd'hui ?» La lecture de Lucy s'améliore beaucoup, rapporta Tommy fièrement, et elle reconnaît presque toutes ses lettres maintenant, et elle commence à déchiffrer des mots simples. « C'est une merveilleuse nouvelle, dit Madame Chen, dirigeant son sourire vers Lucy. « Et comment vont tes mains, Tommy? Aucune douleur aujourd'hui ?» Tommy fléchit expérimentalement ses doigts, s'émerveillant de la mobilité qu'il avait retrouvée en seulement 3 semaines. « Elles vont beaucoup mieux. Le docteur Morrison dit que je pourrais peut-être recommencer à écrire correctement la semaine prochaine. » Excellent. Madame Chen ouvrit son dossier et en retira plusieurs documents à l'aspect officiel. « J'ai de très bonnes nouvelles pour vous deux. La paperasse est finalisée et nous vous avons trouvé une merveilleuse famille pour vivre. » Tommy sentit son cœur faire un bond, un mélange d'excitation et d'anxiété. Au cours des 3 dernières semaines, Madame Chen leur avait expliqué en détail le processus de placement en famille d'accueil, les préparant à la possibilité de vivre avec une famille spécialisée dans la prise en charge d'enfants ayant vécu un traumatisme. Mais entendre que cela se produisait réellement lui semblait encore surréaliste.
Parlez-nous d'eux, dit Tommy, cherchant inconsciemment la main de Lucy. Ils s'appellent James et Margaret Chen. Et oui, Chen est aussi mon nom de famille, bien que nous ne soyons pas parents, dit Madame Chen avec un petit rire. C'est assez courant dans les familles chinoises. James et Margaret sont famille d'accueil depuis 15 ans et ils ont aidé des dizaines d'enfants à faire la transition vers des foyers sûrs et permanents. Ils vivent dans une charmante maison à Branley, à environ 20 minutes d'ici. Elle leur montra des photographies d'une modeste maison à 2 étages avec un jardin plein de fleurs et une balançoire en bois suspendue à un vieux chêne. La maison ressemblait à quelque chose sorti d'un des livres d'histoire de Tommy, le genre d'endroit où les familles se réunissaient pour les dîners du dimanche et où les enfants jouaient en toute sécurité dans les jardins, entourés d'amour plutôt que de peur. Ils ont 2 enfants adultes qui vivent à Londres maintenant, continua Madame Chen, mais ils ont continué à être famille d'accueil parce qu'ils croient que chaque enfant mérite un foyer sûr où il peut guérir et grandir. Ils sont particulièrement expérimentés avec les fratries qui ont besoin de rester ensemble. Lucy se pencha pour étudier plus attentivement les photographies. Est-ce que ce sera vraiment notre maison? Si vous le souhaitez, dit doucement Madame Chen. James et Margaret sont très excités à l'idée de vous rencontrer tous les deux. Ils ont aménagé une belle chambre que vous partagerez, avec des lits jumeaux et des étagères pour tous vos livres et jouets. Tommy étudia les photographies, essayant de s'imaginer, lui et Lucy, vivant dans un tel endroit. La maison paraissait si normale, si paisible. Il était difficile de croire qu'ils pourraient réellement être autorisés à l'appeler chez eux. « Comment sont-ils » demanda Tommy. « Les Chen, je veux dire. » Margaret est une enseignante à la retraite spécialisée dans l'aide aux enfants ayant des difficultés de lecture, expliqua Madame Chen. Elle est très patiente et gentille, et elle adore raconter des histoires. James est jardinier et travaille pour la municipalité, entretenant les parcs et les espaces verts. Il est calme et doux, et il a un merveilleux contact avec les enfants qui ont traversé des expériences difficiles. Elle produisit d'autres photographies montrant les Chen eux-mêmes, un couple au début de la soixantaine, avec des sourires chaleureux et des yeux bienveillants. Margaret avait des cheveux argentés coupés en un carré pratique et portait des cardigans colorés qui lui donnaient l'air du genre de grand-mère que chaque enfant devrait avoir. James était grand et mince, avec des mains burinées qui témoignaient d'années de travail en extérieur, et son sourire avait la qualité authentique de quelqu'un qui trouvait de la joie dans les plaisirs simples. « Ils ont l'air gentils, » dit Lucy doucement. « Est-ce qu'ils ont des animaux ?»« Ils ont un chat très vieux et très paresseux nommé Biscuit, » dit Madame Chen. Il est orange et blanc, et ses activités préférées sont de dormir dans des endroits ensoleillés et de ronronner quand les enfants lui lisent des histoires. La mention d'un chat apporta le premier sourire sincère que Tommy avait vu sur le visage de Lucy depuis avant leur épreuve. Elle avait toujours aimé les animaux, bien que Frank n'eût jamais autorisé d'animaux dans leur appartement. « Quand irions-nous là-bas » demanda Tommy, bien qu'il ne fût pas sûr d'être prêt pour un changement aussi capital. « Cela dépend de vous, dit Madame Chen. Le docteur Morrison dit que vous êtes tous les deux en assez bonne santé pour être déchargés quand vous vous sentirez prêts. Nous pourrions organiser une visite chez les Chen cet après-midi, juste pour les rencontrer et voir la maison. Si vous vous sentez à l'aise, vous pourriez rester pour le dîner, et si tout se passe bien, vous pourriez passer la nuit et voir comment ça fait. » Tommy regarda Lucy, lisant le mélange d'espoir et d'anxiété dans ses yeux bleu pâle. Pendant 3 semaines, cette chambre d'hôpital avait été leur monde entier, sûr, prévisible, isolé du chaos qui avait défini leur existence antérieure. Partir signifiait entrer dans l'inconnu, confier à des étrangers leurs fragiles sentiments de sécurité. Mais cela signifiait aussi la possibilité de quelque chose de mieux, un vrai foyer avec des gens qui choisissaient de s'occuper d'enfants non pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils le voulaient. Un endroit où Lucy pourrait jouer avec un chat nommé Biscuit et où Tommy pourrait se concentrer sur le fait d'avoir 8 ans au lieu de servir de principal protecteur à sa sœur. « Je pense que nous aimerions les rencontrer, » dit finalement Tommy. « N'est-ce pas, Lucy ?» Lucy hocha la tête, bien qu'elle gardât Monsieur Bouton serré contre sa poitrine. « Est-ce que Monsieur Bouton peut venir aussi ?» « Bien sûr, » dit Madame Chen. Les Chen comprennent à quel point les choses spéciales sont importantes pour les enfants. Monsieur Bouton aura toujours une place dans votre nouvelle maison. Quelques heures plus tard, Tommy et Lucy se retrouvèrent sur la banquette arrière de la voiture de Madame Chen, traversant des rues qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Les quartiers devenaient progressivement plus résidentiels à mesure qu'ils s'éloignaient du centre industriel de Millbrook, les maisons en rangée cédant la place à des maisons mitoyennes avec de vrais jardins et des arbres bordant les trottoirs. Branley était un monde différent du paysage urbain et rude qu'ils avaient connu toute leur vie.
Ici, les enfants jouaient sur des terrains de jeu bien entretenus pendant que leurs parents les surveillaient depuis des bancs voisins, les jardins fleurissaient de fleurs qui ne servaient à rien d'autre qu'à la beauté, et l'air sentait l'herbe coupée plutôt que la fumée d'usine. C'est très calme ici, observa Lucie, pressant son visage contre la vitre de la voiture. Paisible, corrigea doucement Madame Chen. C'est comme ça qu'on appelle les endroits calmes d'une bonne manière. Paisible signifie sûr et calme, plutôt que simplement vide. La maison des Chen était exactement comme elle était apparue sur les photographies, mais en quelque sorte plus accueillante en personne. Le jardin était clairement entretenu par quelqu'un qui comprenait que les plantes, comme les enfants, prospéraient avec une attention patiente et des soins doux. La porte d'entrée était peinte en bleu vif et des jardinières débordaient de fleurs retombantes qui ajoutaient des touches de couleur aux murs couleur crème. Avant même qu'il n'ait atteint les marches du perron, la porte s'ouvrit pour révéler Margaret Chen. Elle était plus petite que Tommy ne s'y attendait, à peine plus grande que lui, mais son sourire était énorme et sincère. Elle portait un cardigan lavande sur un pantalon foncé, et ses cheveux argentés captaient la lumière du soleil de l'après-midi comme du métal filé. « Tommy et Lucie », dit-elle, sa voix portant un léger accent qui parlait d'origine lointaine mais de décennies de vie anglaise. « Nous sommes tellement heureux de vous rencontrer tous les deux. » James Chen apparut à côté de sa femme, s'essuyant la terre des mains avec une petite serviette. Il était en effet grand et mince, avec des yeux bruns bienveillants et le genre de bronzage profond qui venait d'années de travail en plein air. Sa poignée de main était douce mais ferme quand il salua Tommy, et il s'agenouilla au niveau des yeux de Lucie quand il lui parla. « Je travaillais juste dans le jardin arrière, dit-il à Lucie. Voudrais-tu voir ce que je cultive ? J'ai des carottes et des tomates, et il y a un carré spécial où les enfants peuvent planter leurs propres fleurs s'ils le veulent. » Lucie chercha la permission de Tommy, une habitude si ancrée qu'il faudrait probablement des mois pour la surmonter. Tommy hocha la tête d'un air encourageant, et elle réussit un petit sourire pour James. « Je n'ai jamais rien cultivé avant, » admit-elle. « Alors tu es parti pour une merveilleuse aventure, » dit James. « Les plantes sont des enseignantes très indulgentes. Elles te montrent exactement ce dont elles ont besoin et elles récompensent tes soins avec de belles fleurs ou de délicieux légumes. » Margaret les conduisit à l'intérieur de la maison, qui parvenait à être à la fois spacieuse et confortable. Le couloir était tapissé de photographies, non pas des portraits de famille formels, mais des instantanés décontractés d'enfants et d'adultes riant, jouant, célébrant des anniversaires et des vacances. Tommy réalisa que ce devaient être des photos de tous les enfants placés qui avaient vécu ici au fil des ans. « Chaque enfant qui reste avec nous devient une partie de notre histoire familiale », expliqua Margaret, remarquant l'intérêt de Tommy pour les photographies. Nous croyons que tout le monde mérite que son bonheur soit rappelé et célébré. Le salon était meublé de canapés et de fauteuils confortables disposés autour d'une cheminée qui témoignait d'un usage régulier. Des étagères tapissaient les murs, remplis de romans, de livres d'images, de manuels de jardinage et d'albums photos. C'était le genre de pièce conçue pour lire tranquillement, jouer à des jeux de société ou simplement parler des événements de la journée. Et là, étalé sur le dossier du canapé, dans une parcelle de soleil, se trouvait le chat le plus grand et le plus content que Tommy ait jamais vu. Biscuit était en effet orange et blanc, avec une magnifique queue touffue et des yeux verts qui s'ouvrirent paresseusement à l'entrée des visiteurs. « Oh » souffla Lucie, les yeux s'écarquillant de plaisir. « Il est magnifique. »« Il est aussi très amical, » dit Margaret. « Voudrais-tu le caresser ? Il adore rencontrer de nouvelles personnes, surtout les enfants qui sont doux avec les animaux. » Lucie s'approcha du chat avec précaution, serrant toujours Monsieur Bouton dans un bras tout en tendant sa main libre vers Biscuit. Le chat renifla délicatement ses doigts puis commença à ronronner avec un son semblable à celui d'un petit moteur en marche. Lorsque Lucie caressa doucement sa fourrure orange, le ronronnement de Biscuit s'intensifia et il frotta sa tête contre sa main avec une affection évidente. « Il t'aime bien », observa James. Biscuit est un excellent juge de caractère. S'il approuve quelqu'un, nous savons qu'il doit être spécial. Tommy regarda le visage de sa sœur s'illuminer d'une joie sincère pour la première fois depuis le début de leur épreuve. La vue de Lucie riant alors que Biscuit lui frottait la joue valait plus que tous les soins médicaux et les conseils professionnels qu'ils avaient reçus à l'hôpital. « Voudriez-vous voir votre chambre ?» demanda doucement Margaret. « Nous avons préparé un espace spécialement pour vous deux, bien que vous puissiez changer tout ce qui ne vous plaît pas. » Ils montèrent un escalier bordé d'autres photographies et de souvenirs de famille, atteignant un palier qui menait à plusieurs chambres. Margaret ouvrit la porte d'une pièce qui coupa le souffle à Tommy par sa simple perfection. Des lits jumeaux étaient positionnés contre des murs opposés,
chacun recouvert de couettes colorées qui semblaient faites à la main. Entre les lits se trouvait une table de chevet commune avec une lampe de lecture et de l'espace pour des livres et des effets personnels. Le long d'un mur, des étagères intégrées attendaient d'être remplies de jouets, de jeux et de trésors. Une grande fenêtre donnait sur le jardin arrière où les légumes de James poussaient en rangées soignées et où les fleurs s'épanouissaient dans des parterres soigneusement entretenus. Le lit violet est pour Lucy et le bleu pour Tommy, expliqua Margaret. Mais si vous préférez des couleurs différentes, nous pouvons facilement changer la literie. Lucy fit lentement le tour de la pièce, touchant les surfaces et examinant les détails avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui n'avait jamais été invité à revendiquer un espace comme sien. Elle s'arrêta à la fenêtre et regarda le jardin où les papillons dansaient parmi les fleurs et où les oiseaux barbotaient dans une petite fontaine. « C'est comme le château », murmura-t-elle à Tommy. « Comme celui de nos histoires. » Tommy la rejoignit à la fenêtre, étudiant la scène paisible au-delà de la vitre. Le jardin rappelait en effet le royaume magique qu'il avait créé dans ses contes, un lieu où les belles choses étaient autorisées à grandir et à s'épanouir, où la douceur était valorisée par rapport à la force, et où les enfants pouvaient jouer sans crainte. « Voudriez-vous rester pour le dîner » demanda Margaret. « Rien d'extraordinaire, juste du hachis parmentier et des légumes du jardin de James. Et après, si vous vous sentez à l'aise, vous pourriez passer la nuit et voir ce que ça fait de dormir dans de vrais lits avec des draps propres et des couvertures chaudes. » Tommy regarda Lucy, lisant l'espoir et l'incertitude qui se lisaient dans son expression. Ils avaient vécu en mode survie pendant si longtemps que le concept de confort leur semblait presque étranger. Mais ils devaient commencer quelque part, et cette maison remplie de gens doux et de soleil d'après-midi semblait un bon début. « Nous aimerions beaucoup ça, » dit Tommy. La soirée qui suivit parut un rêve aux deux enfants. Le dîner fut servi dans une cuisine qui sentait les herbes et le pain frais, avec une conversation centrée sur des questions douces concernant leur centre d'intérêt et leurs plats préférés, plutôt que sur des interrogatoires sur leur passé traumatisant. James raconta des histoires sur les diverses plantes de son jardin, tandis que Margaret partagea des anecdotes de ses années d'enseignante, travaillant avec des enfants qui luttaient avec la lecture. L'apprentissage se fait à des vitesses différentes pour différentes personnes, expliqua-t-elle lorsque Tommy mentionna son amour des livres. Certains enfants lisent tôt, d'autres ont besoin de plus de temps. Mais chacun a sa propre façon spéciale de comprendre le monde, et c'est ce qui rend l'enseignement si merveilleux. Après le dîner, ils se rassemblèrent dans le salon où Margaret lut à haute voix un recueil de contes de fées pendant que Biscuit ronronnait avec contentement sur les genoux de Lucy. Les histoires étaient des contes familiers d'enfants courageux surmontant des difficultés, de gentillesse triomphant de la cruauté, de familles formées par choix plutôt que par obligation. À l'approche de l'heure du coucher, Margaret aida les deux enfants avec leur routine nocturne. Il y avait de vraies brosses à dents qui attendaient dans la salle de bain, ainsi que des serviettes pour enfants et du savon doux qui sentait la lavande. Tommy s'émerveilla du simple luxe de l'eau chaude qui coulait claire et propre, des serviettes douces et sèches, d'une salle de bain chaude et bien éclairée. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, » expliqua Margaret en les bordant dans leurs lits respectifs, « notre chambre est juste au bout du couloir. N'hésitez pas à nous réveiller si vous avez peur ou si vous êtes mal à l'aise. Nous sommes là pour aider, pas pour juger. » Elle laissa une petite lampe allumée sur la table de chevet entre leurs lits, comprenant que les enfants qui avaient vécu dans la peur avaient souvent besoin de lumière pour se sentir en sécurité dans des environnements inconnus. Pour la première fois depuis des années, Tommy s'endormit sans écouter les bruits de pas dans le couloir ni calculer les issues de secours de sa chambre. La maison était silencieuse, de cette quiétude propre aux lieux paisibles, non pas vide ou menaçante, mais pleine de sons doux qui parlaient de sécurité et de soins. Quelque part en bas, une horloge tic-taquait régulièrement. Dehors, des oiseaux de nuit s'appelaient doucement à travers le jardin. C'étaient les sons d'un foyer où les enfants étaient protégés plutôt que menacés. Tommy se réveilla une fois pendant la nuit, momentanément désorienté par l'environnement inconnu. Mais au lieu du pic de peur familier qui accompagnait habituellement de tels réveils, il ne ressentit que curiosité et léger émerveillement. Lucy dormait paisiblement dans le lit en face du sien, sa respiration profonde et régulière, Monsieur Bouton niché en toute sécurité dans ses bras. Par la fenêtre, Tommy pouvait voir des étoiles parsemées dans un ciel clair, chose qu'il avait été impossible d'observer depuis leur ancien appartement, où les lampadaires et l'éblouissement industriel masquaient le spectacle céleste. Il resta tranquillement allongé pendant plusieurs minutes, observant les lumières lointaines et pensant au tournant remarquable que leur vie avait pris. Il y a 3 semaines, il était un garçon de 8 ans terrifié, responsable de la protection de sa sœur contre un père de plus en plus dangereux. Ce soir,
Il était simplement un enfant dormant en toute sécurité dans un lit chaud, pris en charge par des adultes dont le travail était de nourrir plutôt que de menacer. Quand le matin arriva, il fut accompagné de l'odeur du petit déjeuner en préparation et du son de voix douces discutant de la journée à venir. Tommy se réveilla pour trouver Lucy déjà assise dans son lit, regardant la pièce ensoleillée avec une expression d'émerveillement. « Tommy, murmura-t-elle, tu crois que c'est réel? Tu crois qu'on va vraiment rester ici? » « Je crois que oui, répondit Tommy, bien qu'une partie de lui luttât encore à croire à une telle chance. Madame Chen a dit que si ça nous plaisait ici et si les Chen aimaient nous avoir, nous pourrions rester aussi longtemps que nous en aurions besoin. Un léger coup à leur porte interrompit leur conversation tranquille. Margaret apparut avec 2 tasses de chocolat chaud et la nouvelle que James préparait des crêpes pour le petit déjeuner. « Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-elle en s'installant sur la chaise près de leur fenêtre. « Très bien, dit Tommy sincèrement. Les lits sont très confortables et c'est si calme ici. » « Pas un calme effrayant, mais un calme agréable, ajouta Lucy. Margaret sourit à la distinction de Lucy. « C'est exactement ça, ma chérie. Un calme agréable signifie que vous êtes en sécurité et paisible. Nous voulons que cette maison soit toujours un sanctuaire pour les enfants qui y vivent. » Au petit déjeuner ou des crêpes moelleuses garnies de fraises du jardin de James, ils discutèrent des aspects pratiques de leur séjour potentiel à long terme. Il y aurait une inscription à l'école locale, où Margaret avait des relations parmi le personnel enseignant expérimenté dans l'aide aux enfants ayant vécu des situations difficiles. Il y aurait des visites régulières chez des conseillers spécialisés dans la guérison des traumatismes, bien que ces séances se concentreraient sur la guérison plutôt que sur des examens répétés de leur passé douloureux. Nous croyons qu'il faut regarder vers l'avant plutôt que de constamment revisiter ce qui est derrière nous, expliqua James. Oui, vous avez vécu des expériences terribles, mais maintenant vous avez la chance de découvrir qui vous êtes vraiment quand vous êtes en sécurité, aimé et libre d'être des enfants. « Et notre père ?» demanda Lucy doucement. « Est-ce qu'il viendra nous chercher ?» Margaret et James échangèrent un regard avant que Margaret ne réponde avec une douce honnêteté. « Votre père est en prison, Lucy. Les enregistrements que Tommy a faits ont fourni des preuves très claires de la façon dont il vous traitait tous les deux. Il ne pourra pas s'approcher de vous avant très longtemps, et quand il sera finalement libéré, des protections légales seront en place pour s'assurer qu'il ne puisse pas vous contacter à moins que vous ne choisissiez spécifiquement de le permettre. » Tommy ressentit un mélange complexe de soulagement et de tristesse à cette nouvelle. Frank avait été un monstre, mais il avait aussi été le seul père que Tommy ait jamais connu. La finalité de leur séparation lui parut à la fois libératrice et mélancolique. « Tu n'as pas à décider ce que tu ressens pour ton père maintenant, » dit James, semblant comprendre les émotions conflictuelles de Tommy. « Ce sont des sentiments compliqués qui changeront probablement à mesure que tu grandiras. Ce qui est important maintenant, c'est que tu sois libre de ressentir ce que tu ressens sans avoir à te soucier de te protéger ou de protéger l'autre. » Après le petit déjeuner, Madame Chen arriva pour vérifier leur progrès et discuter des prochaines étapes de leur placement. Elle trouva les 2 enfants aidant James dans le jardin, Lucy arrosant soigneusement des semis pendant que Tommy apprenait à identifier différentes plantes par leurs feuilles. « Vous avez l'air remarquablement installés tous les deux, observa-t-elle avec satisfaction. « Comment s'est passée votre première nuit ?»« Merveilleuse, dit Lucy sans hésitation. Biscuit a dormi sur mon lit et je pouvais voir les étoiles depuis notre fenêtre. »« Et toi, Tommy ?» demanda Madame Chen. « Comment te sens-tu à l'idée de faire de cet endroit ton foyer permanent ?» Tommy réfléchit attentivement à la question. Le concept de permanence lui semblait encore étranger après des années d'incertitude et de peur. Mais en regardant autour du jardin où James répondait patiemment aux questions de Lucy sur la terre et les graines, en observant Margaret étendre du linge coloré sur une corde tendue entre des pommiers, en observant le rythme facile d'un foyer construit sur la gentillesse plutôt que sur le chaos, il ressentit quelque chose qui aurait pu être de l'espoir prenant racine dans sa poitrine. « Je pense que nous aimerions rester, » dit-il doucement, « s'ils veulent bien de nous. » Margaret, qui avait écouté à proximité, sourit avec une joie sincère. « Oh, Tommy, nous serions honorés de vous avoir tous les deux comme membres de notre famille aussi longtemps que vous aurez besoin de nous, et espérons-le, pour beaucoup plus longtemps encore. » Au cours des semaines suivantes, les enfants entamèrent le processus graduel d'installation dans leur nouvelle vie. Tommy s'inscrivit en CM1 à l'école primaire de Branley, où son instituteur, M. Williams, avait été informé de son passé et comprenait l'importance de la patience et de l'encouragement.
Lucy commença à fréquenter une classe de maternelle où elle pouvait interagir avec d'autres enfants de son âge tout en continuant à développer sa lecture et ses compétences sociales. Les deux enfants commencèrent des séances hebdomadaires avec une conseillère nommée Dr Sarah Elizabeth. À ne pas confondre avec Sarah l'ambulancière, notèrent-ils avec amusement. Le docteur Elizabeth était spécialisé dans l'aide aux enfants pour traiter les traumatismes par la thérapie par le jeu et l'art, leur permettant d'explorer leurs expériences sans la pression de l'analyse verbale. Tommy découvrit qu'il avait un talent remarquable pour le dessin, ses croquis du jardin, de biscuits dormant dans divers endroits ensoleillés, de Lucy jouant avec ses nouveaux amis, ne capturaient pas seulement des détails visuels mais aussi des vérités émotionnelles. Le docteur Elizabeth l'encouragea à créer un journal visuel de son processus de guérison, documentant la transformation progressive de la peur à la sécurité. Lucy, quant à elle, commença à s'épanouir comme l'une des fleurs soigneusement entretenues de James. Son vocabulaire s'enrichit rapidement alors que Margaret lui lisait chaque soir, et sa curiosité naturelle pour le monde émergea à mesure qu'elle se sentait en sécurité pour poser des questions et explorer son environnement. Le mutisme sélectif qui avait caractérisé ces derniers mois avec Frank disparut progressivement, remplacé par le bavardage normal d'une fillette de 4 ans qui se sentait entendue et valorisée. 3 mois après leur placement chez les Chen, Madame Patricia Chen, devenue une visiteuse régulière et une amie de la famille, apporta des nouvelles qui allaient changer leur vie à jamais. James et Margaret ont déposé une demande pour vous adopter tous les deux, annonça-t-elle lors d'une de ses visites de routine. Le processus prendra plusieurs mois, mais toutes les évaluations initiales ont été extrêmement positives. Tommy sentit son cœur faire un bond, un mélange de joie et d'incrédulité. Adopter ? Vous voulez dire, en permanence ? Pour toujours ? Pour toujours et à jamais, confirma Margaret, se penchant pour lui serrer doucement la main. Nous vous aimons tous les deux énormément et nous voulons que vous soyez nos enfants officiellement, pas seulement dans nos cœurs. Lucy leva les yeux de l'endroit où elle jouait avec biscuits sur le tapis du salon. Est-ce que ça veut dire que vous serez notre maman et notre papa ? Si tu le souhaites, dit James doucement. Nous savons que vous aviez une mère et un père avant, et nous n'essayons pas de remplacer ces relations. Mais nous serions honorés d'être vos parents à partir de maintenant, de vous aimer, de prendre soin de vous et de vous aider à devenir les personnes extraordinaires que vous êtes destinés à devenir. Le processus d'adoption s'avéra long mais minutieux, impliquant de multiples entretiens, visites à domicile et évaluations conçues pour garantir que le placement était véritablement dans l'intérêt supérieur des enfants. Tommy et Lucy rencontrèrent des juges et des assistantes sociales, répondirent à des questions sur leurs sentiments et leurs préférences, et comprirent progressivement qu'ils n'étaient pas simplement placés en famille d'accueil, mais qu'ils étaient réellement choisis pour faire partie d'une vraie famille. Les droits parentaux de Frank furent officiellement révoqués dans le cadre du processus, une étape légale qui parut à la fois nécessaire et définitive. Tommy apprit que son père avait été condamné à 4 ans de prison pour maltraitance et agression d'enfants, avec des exigences supplémentaires de traitement contre l'alcoolisme et de gestion de la colère avant de pouvoir être considéré pour toute forme de contact supervisé avec ses enfants, quelque chose qui ne se produirait que si Tommy et Lucy le demandaient spécifiquement lorsqu'ils seraient assez âgés pour prendre de telles décisions. Savoir que Frank était définitivement sorti de leur vie apporta à Tommy un sentiment de clôture auquel il ne s'attendait pas. Pendant si longtemps, il avait été défini par son rôle de protecteur de Lucy contre la violence de leur père. Maintenant, pour la première fois, il était libre de découvrir qui il était quand il n'avait pas constamment peur. L'audience officielle d'adoption eut lieu un matin gris de décembre, 6 mois après leur placement chez les Chen. Tommy portait son premier vrai costume, bleu foncé avec une cravate que James lui avait appris à nouer lui-même. Lucy était vêtue d'une robe en velours violet que Margaret avait cousue spécialement pour l'occasion, complétée par un serre-tête assorti qui maintenait ses boucles dorées loin de son visage. Le palais de justice était intimidant avec ses hauts plafonds et son atmosphère formelle, mais la juge Patricia Walsh se révéla être une femme bienveillante aux cheveux argentés et aux rides de rire autour des yeux. Elle s'adressa directement aux 2 enfants, leur posant des questions sur leurs sentiments concernant l'adoption et s'assurant qu'ils comprenaient la permanence de la décision prise. « Tommy et Lucy, dit-elle formellement, après avoir examiné toutes les preuves et évaluations, il est clair que James et Margaret Chen vous ont fourni un foyer aimant, attentionné et stable où vous pouvez guérir et vous épanouir. C'est avec grand plaisir que j'accorde cette requête d'adoption et que je déclare que vous êtes désormais légalement et définitivement les enfants de James et Margaret Chen. » Le marteau tomba avec un son qui sembla résonner à travers les années d'incertitude et de peur, marquant officiellement la fin d'un chapitre de leur vie et le début d'un autre.
Tommy sentit des larmes couler sur son visage, non pas des larmes de tristesse ou de peur, mais des larmes de joie et de soulagement si profondes que son petit corps pouvait à peine les contenir. Lucy se jeta dans les bras de Margaret avec un cri de pur bonheur, tandis que James posa une main douce sur l'épaule de Tommy dans un geste qui transmettait fierté, amour et la promesse d'une protection qui ne serait jamais retirée. Ce soir-là, ils célébrèrent avec un dîner familial qui incluait toutes les traditions que Margaret et James avaient établies au fil de leurs années d'accueil. Il y avait un gâteau spécial décoré de fleurs de leur jardin, des photographies pour commémorer l'occasion, et le rituel d'ajouter les certificats d'adoption officiels de Tommy et Lucy au dossier familial qui préserverait ce moment pour les générations futures. Assis autour de la table du dîner, leur table pour toujours dans leur maison pour toujours, Tommy regarda les visages qui l'entouraient et s'émerveilla de la transformation que leur vie avait subie. Il y a 6 mois, il était un enfant terrifié portant le fardeau impossible de protéger sa sœur de la violence et de la négligence. Ce soir, il était simplement un garçon de 8 ans aimé inconditionnellement par des parents qui l'avaient choisi. « À quoi penses-tu » demanda Margaret, remarquant son expression contemplative. « Je me souvenais des histoires que je racontais à Lucy, » dit Tommy. « Sur le château où la princesse vivait avec le chevalier et le gentil dragon qui les protégeait de toutes les mauvaises choses du monde. » Et, incita doucement James. Tommy sourit, se penchant pour serrer la main de Lucy. « Et je pense que nous avons trouvé notre château, après tout. Il a juste l'air différent de ce que j'imaginais. Meilleur, en quelque sorte. Plus réel. » Lucy gloussa, le visage rayonnant de contentement. « Et nous avons le meilleur dragon du monde, » dit-elle en regardant significativement Biscuit, qui était étalé sous la table, espérant des miettes tomber. « Il est orange et duveteux, et il ronronne. » Margaret et James rirent, et le son emplit leur maison de la chaleur qui vient du bonheur authentique partagé entre des personnes qui choisissent de s'aimer. Dehors, la neige commença à tomber sur le jardin où les bulbes printaniers dormaient sous la terre, attendant leur tour de fleurir. À l'intérieur, 2 enfants qui avaient autrefois vécu dans la peur découvrirent ce que signifiait être en sécurité, aimés et libres de rêver à des avenirs remplis de possibilités plutôt que de survie. Cette nuit-là, alors que Tommy bordait Lucy dans son lit violet et s'installait dans le sien, bleu, il réalisa qu'il ne restait plus éveillé à écouter les bruits de pas dans le couloir ou à calculer des issues de secours. Au lieu de cela, il s'endormit au son de Margaret et James parlant doucement en bas de choses ordinaires comme les listes de courses et la planification du jardin, ou les conversations domestiques confortables de personnes qui construisaient des vies basées sur l'amour plutôt que sur la peur. Pour la première fois de sa jeune vie, les rêves de Tommy n'étaient pas remplis de cauchemars de violence et de danger, mais d'images de l'avenir. Lucy commençant une vraie école, des vacances en famille au bord de la mer, des matins de Noël avec des cadeaux sous un sapin, des anniversaires célébrés avec gâteaux et bougies, et la certitude qu'il était valorisé simplement pour son existence. Le garçon qui avait autrefois caché des enregistrements d'abus dans l'ours en peluche de sa sœur dormait maintenant paisiblement dans une maison où les seuls bruits dans l'obscurité étaient ceux, doux, d'une famille au repos. Le craquement du bois, le murmure du vent dans les branches des arbres, les pas feutrés d'un chat traversant des couloirs où les enfants étaient chéris plutôt que menacés. Tommy et Lucy Hartwell avaient enfin trouvé leur foyer. Non pas l'endroit où ils étaient nés, mais l'endroit où ils appartenaient, entourés de personnes qui comprenaient que chaque enfant mérite d'être en sécurité, aimé et libre de découvrir les personnes extraordinaires qu'il était destiné à devenir. Dans les mois et les années qui suivirent, la famille Hartwell-Chen ferait face aux défis normaux que toutes les familles rencontrent. Genoux écorchés et sentiments blessés, désaccords sur les heures de coucher et les légumes, la navigation complexe de grandir et de grandir ensemble. Mais ils affronteraient ces défis à partir d'une base d'amour et de sécurité qui pourrait résister à n'importe quelle tempête. Tommy deviendrait un jeune homme doué pour l'art et la narration, utilisant ses talents pour aider d'autres enfants ayant vécu un traumatisme. Lucy deviendrait une fille brillante et confiante, amoureuse des animaux et de la nature, transmettant l'éducation qu'elle avait reçue dans ses propres relations avec le monde. Et dans une maison à Branley, où les fleurs s'épanouissaient dans des jardins soigneusement entretenus et où un chat nommé Biscuit supervisait les séances de lecture de l'après-midi, 2 enfants qui avaient autrefois vécu dans la peur découvrirent que la magie la plus puissante au monde ne se trouvait pas dans les contes de fées, mais dans la simple vérité que chaque enfant mérite d'être aimé, protégé et d'avoir la chance d'écrire sa propre fin heureuse.